Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous pour mettre en lumière un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on accueille David! Bon, on va vous donner un petit indice comme ça, si je vous fais... Ladies and gentlemen, your attention please. The flight AF380 destination Raconte-nous podcast is ready for boarding. Vous me dites? Pilote! Est-ce qu'on l'a bien fait? C'est très bien fait, très réaliste, franchement très réaliste. Super. On s'y croirait. On s'y croit pas mal. Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Bienvenue David. On est trop contente de t'avoir avec nous. Déjà, est-ce qu'on dit pilote ou pilote de ligne? Qu'est-ce qu'on... On peut dire les deux. Okay. On peut dire vraiment les deux. D'habitude, c'est pilote de ligne. Okay. Et au sein du métier de pilote de ligne, il y a plusieurs grades. Okay. On aura le temps de le voir, mais on peut dire les deux. Trop bien. Première question, qu'est-ce que ça fait d'exercer le métier qui, encore cette année en France, est le métier qui fait le plus rêver? Et c'est également le métier qui fait le plus rêver, je crois, à travers plus de 25 pays, Canada, États-Unis. Qu'est-ce que ça fait de faire ce métier-là? C'est simplement extraordinaire. Très franchement, déjà, je ne savais pas que c'était le métier qui fait le plus rêver encore aujourd'hui. Je pense que quand on est dans la profession, c'est toujours un peu différent. On ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a. On s'en rend compte avant. C'est un peu comme ceux qui n'ont pas le bac. Ils se rendent compte que, en fait, c'est pas si anodin que ça que de l'avoir. Depuis que j'exerce, en fait, je me rends pas bien compte, mais ça reste quand même extraordinaire. C'est un métier fascinant. On voit des paysages extraordinaires. C'est un métier dynamique, très complexe, avec un avion qui est un ensemble de systèmes vraiment dynamiques, complexes. Je me rends compte vraiment au quotidien quand de temps en temps, ça m'arrive souvent de rencontrer des jeunes qui veulent faire ce métier ou qui viennent même dans le cockpit. Et qui me posent des questions et je les vois vraiment émerveillés de l'environnement. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir cet attrait pour le métier qui n'a pas changé en fait, avec les années. Et ça, c'est vraiment un métier de passion, quoi. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, quand tu voulais quand tu étais petit, est-ce que tu as toujours rêvé d'être pilote ou est-ce que c'est venu par la suite parce que tu as de la famille qui est peut-être pilote ou pas du tout? Enfin, comment c'est venu un peu cette vocation-là? Alors, en fait, j'ai voulu être pilote à peu près à l'âge de 13 ans, pas avant. Au début, je n'étais pas tout à fait intéressé. De toute façon, chez les enfants, c'est bien souvent, j'ai eu beaucoup de copains qui avaient des parents dans l'aéronautique, soit un père ou une mère pilote. Et donc, dès le plus jeune âge, j'ai voyagé dans le monde entier avec eux. Ils ne sont pas arrêtés et ça a créé une passion. Moi, ma mère, elle était hôtesse chez Air Inter et chez Air France après. Et en fait, elle a arrêté de travailler quand mon petit frère est né 3 ans après. Donc, en fait, elle a arrêté de bosser quand j'avais 3 ans. Ce qui veut dire que tu t'as pas vraiment connu. J'ai pas trop connu, j'ai pas vraiment de souvenir de ma mère au travail. J'ai vu plein de photos, évidemment, des photos de moi tout petit dans les avions, mais je m'en souviens pas vraiment. Et c'est à peu près à l'âge de 13-14 ans que je me suis vraiment dit, mais en fait, les avions, c'est génial, trop sympa. Et j'avais essayé un simulateur de vol chez un copain de mes parents. Et de là, vraiment, ça a créé une passion chez moi. Je me suis dit, en fait, c'est trop sympa les avions. Et ça m'a amené vers ma première heure de vol en aéroclub. Jusqu'à l'école de pilote, jusqu'aux compagnies aériennes, quoi. Donc vraiment, du coup, à partir de 13 ans, et justement, donc c'est une très bonne transition, pour revenir un peu en arrière sur le David tout bébé, enfant, comment est-ce que tu étais si tu devais te décrire enfant, et qu'est-ce que tu voulais faire justement comme métier avant tes 13 ans? Alors, il y a beaucoup de métiers qui sont passés par là. Je rêvais d'être, comme tous les enfants, je sais pas, je voulais être chocolatier, astronaute et tout. Je voulais être prof aussi pendant un moment. Je trouve que c'était un métier vraiment passionnant et on aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard pendant les périodes un peu de challenge. Mais c'est je dirais une vocation chez moi qui s'est manifestée aussi, enfin qui est restée en fait par la suite et qui se manifeste un peu tous les jours depuis que je suis dans ce métier-là. Souvent, j'ai des jeunes qui viennent me poser des questions, qui ont d'être coachés pour le métier ou qui
même pendant la période Covid où j'ai pas pu voler, on en parlera, j'ai pu donner pas mal de cours, donc ça reste quand même un métier qui m'a toujours attiré. T'aimes vraiment la partie transmettre en fait ce que tu sais. C'est plus le challenge de qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre quand il comprend pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que enfin ça s'éclaire. Et j'adore. Enfin, c'est vraiment un sentiment énorme de voir quelqu'un réussir, alors qu'au départ l'exercice passe pas ou les connaissances marchent pas. Arriver à faire comprendre à quelqu'un, je trouve que c'est un très beau challenge et c'est ce que je voulais faire avant d'être pilote. Et comment du coup se passe ton enfance? Tu étais plutôt quelqu'un d'introverti ou Complètement. Complètement. Très introverti, très sur moi-même. J'ai un peu c'est la tête dans les nuages, mais c'est pas vraiment comme ça a vraiment rien à voir avec le métier. C'est vraiment parce que j'ai été ailleurs, quoi. J'ai toujours une attention qui se disperse. J'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à rester sur un truc et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer pendant mes études. J'avais du mal vraiment à garder mon attention au même endroit. Ce qui m'a joué des tours à plein de moments en fait, pendant la formation. En fait, moi, je suis passé par une classe préparatoire scientifique. Donc là, ça demandait énormément de boulot. C'est une voie assez connue, donc tout le monde le sait, ça demande vraiment du boulot. Il y a eu ensuite le choix de partir en fait, je voulais entrer dans l'école nationale d'aviation civile, l'ENAC, au départ en France, qui est accessible sur concours. Donc je suis allé en prépa pour ça. Et en fait, j'ai pas réussi à l'avoir en fait. Et donc j'ai fait 2 ans de prépa et on peut redoubler sa 2e année. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce que je refais une 3e année pour avoir l'ENAC ou est-ce que j'intègre une école d'ingénieur? Il n'y avait pas vraiment de boulot dans l'aéronautique à l'époque. C'était en 2012, si je me souviens bien. Il n'y avait vraiment pas de boulot. Les cadets d'Air France étaient fermés, contrairement à maintenant. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais intégrer une école d'ingénieur. Mais pendant toutes ces études, vraiment, l'attention vraiment, moi, je travaille vraiment beaucoup avec la motivation. Et à l'époque, j'arrivais pas tant à me contraindre à faire quelque chose que j'aimais pas. Et donc, je suis allé vraiment parce que je voulais être pilote et l'ENAC et donc prépa maths. Mais sans attrait pour le domaine scientifique, j'aurais jamais fait ça. J'arrivais vraiment pas à me concentrer et à être. C'est vraiment ton manque de concentration ou ton manque d'attention qui pour toi a été la cause, on va dire, de ton redoublement C'était pas vraiment. Donc, tu sais, les classes prépa, en fait, tu fais une première année, une 2e année. Et en fait, ça évolue comme ça. J'ai toujours été bon élève en fait à l'école, mais je dirais que j'avais vraiment tendance, comment dire, j'avais vraiment tendance à avoir une étude qui se disperse, une attention qui se disperse, mais donc ça me demandait peut-être 2 ou 3 fois plus de travail que certains copains à rester concentré. Ça m'a pas empêché d'être bon à l'école. Honnêtement, j'étais pas mauvais à l'école. J'ai pas redoublé de classe, ça s'est toujours très bien passé. Même en classe prépa, j'étais dans les meilleurs élèves de ma classe. Mais ça me demandait vraiment 2 ou 3 fois plus de concentration et d'énergie. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être chez mes parents pendant la prépa. Certains sont en internat. Moi, j'étais chez mes parents, dorloté par ma petite maman. Donc, des bons petits plats. Ça tout à fait. Voilà. Prendre quelques kilos, j'ai vraiment. Ça aide énormément. Mais je trouve ça intéressant en fait de te dire, tu vois, que c'est ton but final qui t'a en fait amené à te dire, même si j'ai du mal à me concentrer, en fait, je sais pourquoi je suis assis ici et que même si c'est pas dans ma nature de rester focus, full attention sur une seule personne pendant X temps, en fait, je sais pourquoi je le fais, donc accroche-toi et force-toi un peu, quoi. Exactement. En fait, il y a un moment clé dans mes études qui a vraiment fait basculer le truc, c'est en première, si je me souviens bien. Ça va paraître un peu ridicule, mais en première, en fait, il y a une chose dans le métier de pilote qui est très importante, qui a tout un tas de qualités qu'il faut avoir. On en parlera, j'imagine, mais c'est pas uniquement scolaire. On ne cherche pas les meilleurs élèves d'une école. Et au contraire, ça peut d'ailleurs être contre-indiquant d'une certaine façon quelqu'un de trop fort, mais qui n'a pas, disons, les qualités humaines qu'on recherche dans le métier. Ça peut vraiment contre-indiquer. C'est vraiment quelqu'un. Il faut évidemment avoir peut-être un esprit scientifique, pas que. Mais c'est bien d'avoir un esprit scientifique, c'est aussi bien d'avoir un esprit humain et empathique. Et ça peut être une limitation pour les très très bons élèves qui ne sont que travail et qui peut-être ont un peu de mal à sociabiliser. Mais en fait, il y a un autre élément, c'est l'anglais. L'anglais est très important dans le métier. Il faut super bien parler anglais. Parce que tout se passe en anglais en fait. Tout ce que vous dites, toutes les instructions, les messages que vous dites dans ce fameux micro, on en parlera aussi. Tout se passe en anglais en fait. Exactement. Tout se passe en anglais. Alors, en fait, l'interaction avec le contrôle aérien, donc lorsqu'un avion est en vol, on n'est pas forcément en France. Là encore, il y a plein de cas de figure différents, mais disons que Air France est l'une des seules compagnies qui a le droit de s'exprimer en français, en France, et dans certains autres pays.
pas tous les pays. Mais disons que de manière générale, la langue de l'aéronautique, c'est l'anglais. Donc en école de pilotage jusqu'en qualification pour apprendre un nouvel avion, c'est ce que je fais en ce moment pour passer en long courrier, les manuels de vol sont en anglais. Tout est en anglais. Je vais piloter un Boeing 777 en long courrier. C'est un avion Boeing, mais même les avions Airbus, Airbus basé à Toulouse, entreprise européenne, mais évidemment avec un siège en France, si je crois. Il me semble. Hein. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Et donc du coup, l'anglais c'est vraiment la clé de voûte de toutes les études en fait c'est la clé de voûte du profil de quelqu'un. Quelqu'un qui parle pas bien anglais, c'est pas très important en fait de savoir le niveau ailleurs, le côté humain, etc. C'est l'anglais qui va vraiment souder le tout. Et sans ça, c'est pas possible. Et en première S, je crois que j'étais en première S à l'époque, on m'a demandé de lire un texte devant tout le monde. Et j'ai vraiment, à chaque mot, je m'arrêtais, j'arrivais pas à lire ce texte d'une traite, zéro accent. Je comprenais même pas ce que je lisais. Et en fait, c'était compliqué, quoi. c'était impossible quoi. Et bon, ça a un peu fait glousser, tu vois, les gens de la classe, voilà. Classique. C'est classique à l'école, hein, mais. Et en fait, c'était pas tant le côté, bon, je me suis un peu ridiculisé, c'est plus, mais en fait, je veux faire ce métier, mais je suis vraiment naze en anglais, en fait, c'est pas possible. Il va falloir vraiment changer ça. Et donc, de ce garçon un peu introverti qui a l'attitude, l'attention qui part dans tous les sens, bah, en fait, avec une vraie motivation, de dire, ok, là, il y a un besoin. J'étais bon en sciences, j'ai toujours eu des facilités en sciences, etc. Donc ça allait. Mais en anglais, je dis, là, il y a un truc à faire. Je peux pas ne pas m'intéresser à l'anglais, c'est pas possible. Et donc, j'ai eu de la chance parce qu'en terminale, dans ma classe, il y avait une personne qui était américaine, donc un copain à moi qui était né, je crois, à New York ou à Boston, je sais plus. Et ensuite, ses parents ont émigré en France. Il a accepté de parler avec moi le midi, de temps en temps, pour, je sais pas, m'apprendre des mots, montrer comment se prononcent certains mots, l'accent, etc. Génial, c'est une super bonne idée. Et il m'a dit, arrête les bouquins. Et c'est un peu le conseil que je peux donner là-dessus. Ouais. Arrête les bouquins d'anglais. Okay. Ça sert à rien. Le present perfect, c'est super en fait. Mais l'anglais, c'est pas comme des maths. Ça s'apprend pas en définition théorème. Ça s'apprend en parlant, ça s'apprend en écoutant. Et nous, on a de la chance d'habiter pas loin d'Angleterre, en France. On est juste à côté d'un pays qui parle super bien anglais, qui est un pays d'anglais, du coup, qui parle donc très bien anglais. Mais donc, du coup, j'ai commencé à regarder des séries en anglais. Et aujourd'hui, on allume la télé, là, en 5 minutes, on a Netflix avec millions de séries en anglais, sous-titrées français, anglais. Bien sûr. Et donc, j'ai regardé des séries en anglais, sous-titrées français, puis anglais. Et je notais tous les mots sur un cahier. Et le fait de les écrire, ça permet de les apprendre bien plus vite. Et en l'espace de, faut me croire sur parole là-dessus, mais en l'espace d'un trimestre, je suis passé de 9 à 17 de moyenne. Wow. Juste parce que j'avais cette motivation, vraiment, moi, ça m'a fait décoller cette motivation. Je me suis dit, mais j'avais tellement envie de progresser en anglais que je suis vraiment devenu bon. En tout cas, j'avais l'impression d'être bon. Et en fait, en arrivant en classe prépa, je me suis dit, c'est bon, l'anglais, c'est gagné. Je passe le concours de l'ENAC la première année. Ça se passe en première année de prépa, en fait. Et je me tape un 11 ou un 10 sur 20. Je me suis dit, mais waouh, en fait, je suis pas si bon que ça. Vraiment, je suis pas si bon que ça. Et du coup, ça m'a un petit peu énervé. Donc, l'année d'après, je suis devenu dingue. En fait, moi, je suis quelqu'un qui bosse énormément. Quand j'ai un objectif, je deviens vraiment. Je dirais que c'est une qualité qui est, je pense, vraiment importante dans ce métier parce qu'on est constamment sujet à des remises en question, mais surtout à des examens. Moi, je suis examiné tous les 6 mois en simulateur de vol et ça demande du boulot. Ça demande de se remettre la tête dans les bouquins. C'est pas juste de te dire, en fait, ce que tu fais au quotidien te permet de passer le test tous les 6 mois. Tu as quand même, en plus donc, de ton travail d'être en vol, tu dois quand même préparer ce test qu'on te fait passer tous les 6 mois. Exactement. Tous les 6 mois, on a 2 sessions donc sur 2 jours de simulateur de vol. Donc, c'est un simulateur de vol, c'est la copie conforme de l'avion qui est sur des vérins hydrauliques et qui permet de donner l'impression qu'on est vraiment dans l'avion avec les accélérations, le freinage, etc. C'est assez impressionnant. C'est un moment dans l'année où on est évalué sur des compétences de base. Donc on fait faire des pannes qui sont anticipées, des pannes de temps en temps qui sont arrivées dans d'autres compagnies, par exemple dans l'année, et toute une étude qui est faite par le département training des compagnies de manière générale pour identifier vraiment les points d'attention et dire on va voir si nos pilotes sont au niveau. Et après l'exercice, il y a un débriefing. Le but, c'est pas forcément de tout faire bien. Le but, c'est de lancer la réflexion et que dans le temps libre, et ça fait partie des conditions du métier, c'est pas uniquement j'ai ma licence, donc c'est terminé. En tout cas, à Air France, dans ma compagnie actuelle, le but, c'est vraiment de travailler en continu. Et il arrive un moment où on commence à connaître les trucs.
on commence à savoir, donc il y a besoin de moins travailler. Et là, en qualification 777, moi je viens d'un Airbus A320, j'étais avant sur le secteur moyen courrier. C'est pas du tout le même constructeur, c'est pas le même avion. J'ai mis des années à vraiment me sentir à l'aise. Chaque avion en fait a sa spécificité et du coup nécessite un travail en amont plus un travail préparatoire pour du coup s'adapter et se sentir à l'aise. Enfin, tu conduis pas un avion, t'en conduis pas 10 quoi. Exactement. En fait, il y a une licence. Il y a la licence de pilote qui permet d'avoir accès au métier. Et ensuite, il y a une qualification de type, une QT, Type Rating en anglais, qui permet de piloter un type d'avion. C'est pas forcément un avion, mais c'est un type d'avion. Par exemple, sur moyen courrier, la famille Airbus A320, du 318 jusqu'au Airbus 321. Donc, il y a 4 avions que j'avais le droit de piloter. Enfin, techniquement, j'ai encore le droit parce que ma licence est encore valide, mais ça me permettait d'avoir accès à tous ces avions-là, qui ont chacun leur spécificité. Et sur 777, par contre, là, j'aurais le droit de piloter les 777-300, 200 et freighter, donc cargo d'Air France. Mais dès lors qu'il faut changer d'avion, par exemple pour faire de l'Airbus A350, ce ne sera pas la même qualification. Le 787, chez Air France en tout cas, on ne peut pas faire le 777 et le 787. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux bosser là des heures et des heures et des heures. Je pense que dans 2 mois, vous me posez une question technique, je vais peut-être oublier parce qu'il y a tellement à savoir que la seule chose qui va faire foi, c'est la répétition et le travail régulier. Et c'est un peu pareil en fait dans les études de pilote. C'est vraiment, donc il faut être un peu travailleur. Malheureusement, on ne peut pas juste... Ça, c'est une qualité en tout cas que toi, du coup, tu as, donc ce que tu disais même sur l'anglais, même quand tu t'es dit, ok, bon, bah, c'est bon, là, j'ai un super niveau, et en fait, tu arrives en prépa et tu dis, ah, quelle blague, finalement, pas tant que ça. Exactement. Au lieu de te décourager, bam, tu te remets en mode full détermination pour atteindre en fait ton objectif, quoi. Bah, exactement. En fait, dans mon parcours, en fait, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'étais en 2e année de prépa, en maths P, et j'avais le choix entre faire une deuxième année, donc redoubler ma maths P, en gros, pour repasser l'ENAC, ou alors intégrer une école d'ingénieur, et j'ai décidé d'intégrer les mines de Nancy, parce que j'avais réussi le concours des mines, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais intégrer une école des mines, de toute façon, il n'y a pas de boulot en ce moment, donc je vais ajouter une deuxième corde à mon arc, et je vous dis ça parce qu'à la fin de cette école, qui était de 3 ans, on a eu une remise de diplôme pendant laquelle notre marraine de promo était venue, Claudie Aignegret, c'est une ancienne astronaute, et elle a dit un truc qui m'a vraiment fait réfléchir, mais c'est précisément l'attitude que j'ai essayé d'avoir, sans avoir vraiment ces mots-là. Je n'aurais pas la prétention de penser comme elle, mais elle disait que dans son parcours à elle a montré, de l'humilité face au succès et de la férocité face à l'échec. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu l'attitude. En fait, moi, ça m'a énervé d'avoir ce 11 ou ce 10. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Je supporte pas cette idée de c'est pas possible. Donc, en fait, les cours commençaient à 8h. Je me souviens, j'arrivais à 7h15 dans la salle avec un article de journal et je lisais des articles et j'ai appris des centaines de milliers de mots. Le truc, c'est que j'arrivais pas, par contre, à les employer correctement. Et donc, si bien qu'en école d'ingé, quand je suis allé ensuite faire quelques stages, je suis allé faire un stage de 3 mois aux États-Unis en 2e année d'école d'ingénieur, j'ai employé des mots, c'était ridicule, j'ai employé des mots, je pensais vraiment que ça voulait dire ce que je pensais, en fait, aucun rapport. Et en fait, mes potes de là-bas étaient morts de rire de se dire, mais ça n'a rien à faire là, ce mot-là, tu vois, David. Et donc, ça a permis de recadrer le truc. Mais donc, sans aller vraiment là-bas, je pense que c'est dur d'avoir un très bon niveau. J'ai ensuite, la formation de pilote se passe en partie, celle que j'ai faite en tout cas, dans une école qui s'appelle aujourd'hui CAE, donc CAE, et à l'époque c'était Oxford Aviation Academy. 6 mois se passent à Phoenix en Arizona, parce qu'il fait beau, donc ça permet de piloter plus l'année. Et donc là aussi, être allé là-bas, c'est génial, ça permet vraiment de développer son niveau d'anglais. C'est d'ailleurs une des valeurs ajoutées de faire une école anglaise par rapport à d'autres formations. Donc voilà quoi. Mais du coup, est-ce que à travers tout ce parcours-là, tu t'es dit parfois, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, tu vois, des moments de doute ou des remises en question en mode, bah, je vais jamais arriver, je vais lâcher. Enfin, c'est pas fait pour moi, quoi. Parce que j'imagine, c'est pas tous les jours facile d'apprendre comme ça des choses. Enfin, voilà, que ce soit technique et que tu n'arrives pas parfois aussi même tu pilote comme ça, même si tu fais les études peut y avoir aussi des choses dans la vie. Tels que le Covid ou autre, tu vois, des moments vraiment de doute, de challenge, où je te dis, en fait, ça se trouve, je n'exercerai plus ou pas ce métier passion, tu vois. Il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a eu des moments de doute, mais pas là où vous pensez, je pense. Ok. En fait,
une majorité de personnes que j'ai fréquentées dans ma vie, dans une majorité de cas, en fait, les pilotes, donc qui sont souvent même mes amis, n'ont pas voulu faire d'école d'ingénieur ou d'études supérieures. D'accord. En fait, le métier de pilote, il est accessible après le bac. Faut obligatoirement faire un bac S? Forcément. Pas forcément. Il faut. Ok. Alors, le problème, c'est que ces conditions évoluent chaque année. Ok. Typiquement pour les cadets d'Air France, je crois qu'ils demandaient un baccalauréat, pas forcément scientifique, mais avec au moins 3 années dans le supérieur. D'accord. Mais ces conditions évoluent tout le temps. Ok. Mais de manière générale, en tout cas à CAE, donc l'école que j'ai faite en Angleterre, à l'époque, il fallait juste un bac scientifique. Ok. Et donc c'est un métier qui est accessible post-bac, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le métier de pilote juste après le bac. Ok. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, comme je vous ai dit. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, plus 3 ans d'école d'ingénieur, ça fait 5 ans d'études en plus par rapport à quelqu'un qui a priori fait pas trop de... Enfin, qui n'a pas... Ce sont des études qui n'ont pas lieu d'être a priori dans ce métier qui est post-bac. Ouais. Et donc j'ai eu des moments de remise en question en école d'ingénieur à Nancy, où je me suis dit, D'accord. mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ouais. J'ai tous mes potes qui sont en école de pilote, Ouais. et moi je suis en cours de compta. Pourquoi tu as fait ce choix Ça va vous intéresser, parce que du coup on parle du Covid. Le Covid, pour faire court, donc moi mon parcours, j'aurais peut-être pu commencer par là, mais donc école d'ingénieur, et à la fin je suis parti à Oxford faire mes études de pilote chez CAE Oxford Aviation. Et ensuite, j'ai eu de la chance, j'ai eu accès aux sélections EasyJet, donc c'est une des raisons pour laquelle, et je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais le choix de l'école est très important parce que ça va conditionner l'accès ou la facilité d'accès aux compagnies. D'accord. Une école, aucun rapport. Il y a des écoles partout. Vous allez à tous une Noble à 20 minutes d'ici, il y a plein d'écoles. Ok. Elles sont probablement bien, je ne les connais pas. Ok. Mais c'est vraiment pas pour mal parler d'une école ou quoi, hein, mais certaines écoles sont vraiment pas top. Elles sont Ok. pas très chères, certes, parce que c'est payant, D'accord. contrairement à l'ENAC qui est gratuite. D'accord. Mais elles ne donnent pas forcément accès à un job aussi vite qu'une autre. Ok. Et moi, j'ai voulu faire une école en Angleterre, parce qu'en tout cas à l'époque, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, c'était enfin, dans cette école, il y avait beaucoup de compagnies qui venaient vraiment se servir dans l'école et recruter des cadets de l'école dans leur compagnie directement. C'est le cas d'EasyJet qui est venu recruter dans l'école directement, et j'y étais à ce moment-là. D'accord. Ok. Et donc, ça m'a donné vraiment j'avais un job très rapidement, quoi. Ok. J'ai eu un job avant de terminer l'école quasiment. Donc autoroute, c'était quoi. top. Alors évidemment, c'était un gros investissement pour mes parents, Mhm. sans lesquels j'aurais jamais pu faire ça. C'est combien à peu près, David? Ça nous a coûté, franchement, l'école à l'époque c'était 90 000 pounds, donc ça devait faire 120 000 euros. Ok. Et ensuite, j'ai dû payer ma qualification à 320, ce qui paraît fou, parce que chez Air France, on ne la paye pas. Ok. Mais il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a de temps en temps une pénurie de pilotes, c'est qu'on demande plus d'argent que de compétences dans certains cas, en fait, parce qu'on demande, Ok. c'était 30 000 pounds, donc ça fait à peu près 40 000 euros. D'accord. Il fallait compter en tout cas à l'époque à peu près 150 000 euros, 160 000 euros, tout compris. Tout compris. Ok. C'est énorme, tout le monde ne peut pas se le payer, j'ai eu beaucoup de chance de le faire. C'est pas spécialement autre chose que ça, j'ai eu de la chance Ouais. grâce à mes parents. Sans eux, franchement, j'aurais pas pu faire ça. Mais évidemment, ceux qui n'ont pas ces moyens-là peuvent quand même se former à moindre frais. C'est juste peut-être un peu plus long de temps en temps d'avoir accès au même job. EasyJet, en fait, il y a plein de compagnies qui recrutent avec déjà de l'expérience de pilote. D'accord. Donc évidemment, ça c'est la voie internet normale pour tout le monde qui va sur recrutement easyjet.com ou .co.uk, peu importe. Mais l'avantage d'avoir fait ces écoles-là, c'est qu'en fait, du coup, ils recrutent des cadets un peu différemment avec d'autres conditions. Parce qu'ils connaissent la formation et ils savent vraiment à chaque étape où a été le pilote, etc. Tout, il est formé de A à Z dans une école, etc. Bien sûr. C'est pas le cas de Ryanair ou plein d'écoles, donc vraiment je ne veux pas décourager qui que ce soit de dire bah, moi j'ai pas 160 000 euros, mes parents n'ont pas. C'est tout à fait possible d'être pilote quand même. Donc EasyJet, Ouais. et j'ai démissionné d'EasyJet en février 2020. J'ai passé les sélections pour Air France et j'avais ma date d'embauche en mai 2020. C'est-à-dire, c'était le 11 mai 2020, un truc comme ça. Donc j'ai démissionné 3 mois avant pour mon préavis. Sans savoir en fait. Et 2 semaines après, Covid-19. Waouh. Donc là, c'est vraiment waouh, la descente aux enfers totale. J'ai démissionné d'un job vraiment génial qui d'ailleurs a continué à exercer. Enfin, EasyJet n'a pas fait faillite pendant le Covid, donc j'aurais très bien pu rester chez eux. Et si à 10 jours près, j'aurais gardé mon job et ça aurait été une autre expérience. Mais du coup, j'ai démissionné. Et avoir ce backup, avoir fait cette école, même si auparavant j'étais vraiment déprimé d'être en école d'ingénieur, ça reste quand même les mines de Nancy, c'est pas comme si j'étais au fin fond de je ne sais pas quelle contrée. Mais je m'en rendais pas bien compte. Je pense que quand on est jeune, on a tendance à pas trop se rendre compte de la chance qu'on a de temps en temps.
Et j'étais un peu déprimé entre mes cours de compta, mes cours de machin avec mes potes en école. Mais à ce moment-là précis, j'étais bien content d'avoir un diplôme parce que c'est un métier super, mais qui est vraiment sujet aux fluctuations de l'économie. Lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a la moindre chose, donc par exemple la guerre en Ukraine, modifie les trajectoires, modifie les trajets pour aller faire des vols long courrier, ça a un impact sur les consommations de carburant, donc sur le prix des billets, donc sur les revenus d'une compagnie, et ça peut affecter le recrutement. Donc en fait, c'est un métier qui fluctue vraiment. Et donc sans avoir de plan B, on peut se retrouver dans un cas de figure, qui est le cas de figure de certaines personnes que je connais qui ont vécu la même chose que moi, qui ont démissionné, mais qui eux n'étaient pas chez EasyJet en France, comme moi, j'étais à Charles de Gaulle, donc j'ai bénéficié du chômage. Eux n'ont pas eu le chômage, ils ont eu le RSA, ils n'avaient pas de qualification, pas de diplôme, ils sont allés bosser où ils pouvaient. Donc en fait, je me suis vraiment remercié d'avoir fait une école. Et à ce moment-là, du coup, donc Covid, tu démissionnes d'EasyJet, tu espères à ce moment-là passer, en gros, c'était pour faire la transition chez Air France, si je comprends bien. Exactement. Qui ne se passe pas comme prévu, puisque du coup, confinement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah là, je reçois un mail d'Air France qui me dit voilà, raison de Covid-19, confinement, etc. On ne pourra pas honorer pour l'instant la promesse d'embauche, donc on vous rappelle. Et là, c'est dur pour toi. En fait, j'ai pas du tout de date à laquelle je vais pouvoir commencer chez Air France. Je me retrouve avec un appartement, donc là c'est chez moi. C'est un appartement que j'ai acheté il y a 5 ans. Il y a des remboursements. Le chômage que je perçois est inférieur au remboursement. Donc du coup ça devient compliqué, donc j'arrive à décaler les prêts, enfin c'est un peu compliqué. Et le plus compliqué je pense c'est de rester chez soi et de rien faire pendant 1 an et demi, je ne savais pas quoi faire. J'avais mon diplôme d'école d'ingénieur, l'avantage d'avoir fait une école, enfin c'est souvent quelque chose qui est critiqué d'ailleurs dans le monde du travail, mais le côté réseau des écoles, c'est quelque chose enfin comment dire, c'est vraiment une cartouche dorée pour moi. Je voulais pas l'utiliser dès le début. J'aurais pu peut-être passer quelques coups de fil et avoir de la chance de tomber sur un ancien des écoles des mines de Nancy qui me donne un boulot, mais je voulais pas les planter si jamais Air France m'appelle, ah bah finalement tu commences dans 2 semaines. Et donc je me suis dit ok, je vais planifier mon année et demie, mais je savais pas encore en fait combien de temps j'allais attendre. C'était un peu bon bah. C'est ça qui est horrible, c'est que tu sais pas, en fait t'es dans l'attente. Et c'est pas bon bah ok on fait un point dans 6 mois ou on fait un point dans 1 an, en fait ça peut être dans 2 semaines comme dans jamais. C'est ça, il y avait vraiment zéro info. Il y a eu un confinement, l'été, un autre confinement. En parallèle de ça, il y a eu des problèmes sociaux chez Air France parce que la filiale Hop Air France, qui passait aussi les sélections, en fait, l'Air France leur a proposé un plan de départ volontaire et un plan de un PSE, je crois, sauvegarde économique. Donc, du coup, ils voulaient intégrer aussi la compagnie, donc c'était savoir qui allait intégrer en premier entre des pilotes de la filiale ou des personnes qui avaient tout ce qui était leur boulot pour partir. C'était un problème légal très compliqué, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, et donc je me suis dit ok, je vais partir du principe que j'aurai plus de boulot pendant 3 ans, et je vais planifier ma vie en conséquence. Et en fait, je me suis dit voilà, le chômage, je l'ai pendant 1 an, ça se termine telle date. Si 1 mois avant ou 2 mois avant, j'ai aucune nouvelle et j'ai pas retrouvé autre chose, j'appelle mon réseau des mines et j'essaie de retrouver un boulot comme ça. Mais je pouvais pas assumer, j'ai décalé que d'1 an en fait le remboursement de l'appart. Je vous raconte un peu le détail du détail, mais grosso modo c'était stressant. Et c'était rétrospectivement, ça m'a vraiment permis de. Je pense que ça a été vraiment intéressant pour vraiment, je sais pas. C'est vraiment une traversée du désert difficile et ça va puiser dans les ressources qu'on a au fond de nous-mêmes. Attends, ça m'est arrivé de péter un plomb, de rester chez moi pendant de temps en temps, 2 semaines, 3 semaines. Et tu as tout essayé, il n'y a pas un job qui te rapporte plus que 1 500 € par mois. C'est pas assez, bah voilà, tu es chez toi, tu cherches des trucs. Et en fait, du coup, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs trucs finalement très intéressants. Parce que je ne supporte pas, un peu à l'instar de l'anglais, ça m'a un peu énervé, etc. Et j'ai refusé qu'un job ou une compagnie ou quoi que ce soit affecte mon humeur à ce point-là. C'était pas possible. Je refuse, je ne peux pas imposer ça à ma femme ou à mes proches, etc. C'était pas possible. Donc je me suis un peu recroquevillé sur moi-même. J'ai mis pilote dans un tiroir tout au fond. Et je me suis dit, ok, là, je suis plus pilote. Terminé. J'en parle plus. Je veux pas la vie des gens. Ça m'intéresse pas de savoir si vous pensez que je vais intégrer bientôt ou pas. C'est pas le but. Je vais trouver autre chose. Et donc, j'ai commencé par donner des cours de maths. Ça paraît con, hein, mais je vous en ai parlé tout à l'heure du côté prof et tout. Et j'ai donné donc des cours un peu comme ça. J'ai mis mon profil sur, je crois que ça s'appelle Superprof, l'application et tout. Et j'ai été contacté en 24 heures
par peut-être que mon profil a plu, je sais pas pourquoi, mais par une école post-bac en fait, qui s'appelle l'ESTBA à Paris. Et en fait, la personne m'appelle pour me passer un entretien. Ils me disent voilà, on est une classe d'une vingtaine d'élèves et il faut les remettre à niveau. C'est une école N-1 en fait, donc ils intègrent après le bac, ils n'ont pas eu ou soit ils n'ont pas coché le truc APB, soit ils n'ont pas du tout eu ce qu'ils ont demandé. Du coup, ils ont 1 an à rien faire. Et donc, au lieu de rien faire, ils intègrent une école pour pouvoir intégrer l'année d'après, comme les étudiants qui ont eu l'école, en même temps que tout le monde, de ce cursus. Et moi, mon rôle, c'était de les remettre à niveau, carte blanche, évaluer leur niveau et tout. Et c'était génial, mais génial. Et en fait, enseigner comme tu voulais. C'était génial. C'était absolument génial. Et je suis arrivé là-bas. C'est une expérience énorme parce que vraiment, ça m'a donné envie de. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Des jeunes qui ont entre 18 et 23 ans, qui de toute évidence n'aiment pas trop les sciences, parce que sinon ils seraient pas trop là. Enfin, a priori, ils n'aiment pas ça. Et de temps en temps aussi, ils n'aiment pas spécialement les études, donc ils sont là, peut-être que leurs parents les ont forcés. En gros, il fallait imposer vraiment son truc dès le début et tout. Et je suis arrivé, je me souviens, je leur ai fait un examen d'ailleurs très dur. J'ai eu beaucoup de respect pour mes profs rétrospectivement. C'est super dur d'écrire un examen. Et c'est encore plus dur de prendre le temps de le corriger. Et de ne pas être trop méchant, d'être un peu. Alors, c'est pas grave, on a vu ce qu'il essaie d'écrire et tout. Et je me souviens, le premier cours, je me suis comporté comme un prof de prépa. Je suis arrivé et en fait, je me suis dit, mais il faut dès le début que je montre un peu d'autorité parce que sinon c'est terminé. Ils vont parler et tout. Et je suis rentré dans un stage, j'ai claqué la porte. Et tout le monde s'est tué. Parce qu'ils savent que le prof arrive. Et donc il a utilisé la carte coup de pression. Ah ouais, complètement. Mais un peu comme mes profs de prépa qui étaient très très durs. À qui je dois tout, franchement, ils ont structuré l'esprit, etc. C'était génial de bosser avec eux. Mais du coup, je me suis inspiré d'eux. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc je me souviens, j'ai marché, enfin peu importe, je raconte ça comme ça, mais je pose ma sacoche et je leur dis voilà, là on a 3 heures ensemble, les 2 premières heures, je veux tout le monde range ses affaires. On va parler du programme, et on va pas faire du grand 1, grand 2, je vais vous raconter pourquoi on fait ce qu'on fait et je vais essayer de vous intéresser parce qu'il y en a un qui parle illégal. Voilà. Moi je m'en fiche, ma vie elle est faite. Par contre vous sortez direct. Et il n'y en a pas un qui a parlé. Mais finalement, c'était génial. Et c'est pour ça que c'est un peu une deuxième passion, je dirais, chez moi, l'enseignement. J'adore, en fait, essayer de transmettre. Parce que c'est vraiment de l'éducation, en fait. À ce moment-là, c'était pas que de l'enseignement, c'est aussi de l'éducation. Les jeunes qui arrivent les mains dans la poche, qui écrivent comme ça. Il faut remettre un peu les trucs dans l'ordre. Et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas quelques étudiants qui arrivaient de zéro. Un mec, mais vraiment, respect sur lui, vraiment un mec incroyable. Il arrive dans une chaise roulante. Ok. Il a du mal à calculer, il est dyslexique, il a du mal, vraiment, il a beaucoup de mal. Et le mec, on termine la journée, on a fait 4 heures ensemble. Il reste encore dans la salle, il me dit voilà, je suis désolé, vous avez peut-être des trucs à faire, mais moi j'ai pas compris, est-ce qu'on peut bosser un peu ensemble et tout. J'adore ce genre de profil. Génial. Donc on a bossé, etc. Il a commencé à peut-être 4 ou 5 sur 20, il a terminé à 17. Un monstre. Ouais, mais quelle fierté aussi pour toi, parce que enfin, tu vois, c'est ce que tu dis. Je suis arrivée et je leur ai expliqué, je leur ai parlé du programme. Et je pense aussi que donner un sens, en fait, et pas dire, bon, bah voilà, on va faire ça, mais la personne ne comprend pas pourquoi, comment, enfin, tu vois, tu arrives, tu mets les bases, voilà, c'est mes règles du jeu, donc voilà comment on va animer le cours. Et en plus de ça, je vous donne un sens et après, on travaille ensemble, tu vois. Je trouve que c'est une approche aussi peut-être différente et qui marche. En tout cas, enfin, ouais, bravo à toi pour d'avoir lancé cette personne-là. Et je trouve que c'est beau, effectivement, parce que tu vois tout de suite un sens et un impact sur ce que toi, tu as fait. David, tu l'as fait combien de temps et est-ce que ça t'a permis de remonter un peu la pente? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as mis un peu le côté pilote dans un tiroir, on ne veut plus en parler, et un peu peut-être dégoûté sur l'instant T. Enfin, à travers cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a permis de faire par la suite? Enfin, tu vois. C'était super, cette expérience. D'ailleurs, je m'en excuse un peu maintenant si quelqu'un de l'école regarde, mais je leur ai dit, en fait, ça payait pas assez. Ça payait pas du tout assez, et même si j'ai adoré, je pouvais pas continuer parce que financièrement, ça passait pas. Et je voulais pas trop décevoir mes élèves, donc je leur ai dit que la compagnie me rappelait. Et donc je leur ai menti, voilà, j'ai mytho. C'est vraiment pas cool, surtout qu'ils étaient pas, enfin, je pense qu'ils m'aimaient bien, donc ça les a un petit peu peinés de me voir partir et tout, mais j'avais vraiment pas le choix, donc voilà. Mais vu que ça payait pas, j'ai dû partir.
Et du coup, j'ai fait un truc qui m'a vraiment montré à quel point j'avais de la chance d'être pilote par la suite. J'ai vendu des assurances par téléphone. Parce que j'avais besoin de cash en fait. J'étais obligé, j'avais pas le choix. Donc j'ai vraiment j'ai vendu des assurances par téléphone pendant quelques mois. Et très marrant comme. Enfin, c'était très drôle en fait cette expérience parce que j'appelle. Bon, par contre, c'est éreintant comme boulot. J'appelais des heures et des heures au téléphone des personnes pour vendre des trucs. Et en fait, je me faisais hurler dessus de temps en temps. C'est comme ça, mais c'est très drôle. Je m'étais trouvé un nom de scène et tout. C'était pas mon vrai nom. Enfin, c'est très marrant. J'avais une déballe un peu pour tout. Et j'ai une mytho à quelqu'un en société, un truc. Mais c'était vraiment naturellement, j'avais une déballe après pour à peu près tout. Enfin, c'était très très marrant. Mais au bout d'un moment, ça m'avait pris la tête. Et je suis parti parce que je pétais les plombs en fait. J'ai pété les plombs total. J'en pouvais plus. Tu fais ça combien, enfin, prof, du coup, combien de temps et les assurances, combien de temps? Je crois que j'ai dû faire 5 mois à peu près de prof. Et j'ai fait 1 mois et demi ou 2 mois, je crois, d'assurance. Je suis devenu fou. Enfin, j'avais pas l'énergie, franchement. Bravo à ceux qui arrivent à rester dans ce genre de métier. C'est très dur. Et vraiment, ça peut très bien payer. C'est super. Vraiment pas dire que c'est pas un métier intéressant ou quoi, mais moi, c'était pas possible pour moi, quoi. Très répétitif, faut être très très endurant. Et moi, j'ai besoin vraiment de réfléchir un peu tous les jours, d'avoir comment dire, j'ai vraiment besoin de cette stimulation intellectuelle tout le temps. Je peux pas faire tout le temps pareil et attendre un résultat. Et ça marche pas, bah je continue. Je fonctionne pas comme ça. Et en fait, arrive la 3e partie du Covid, qui était la plus intéressante. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Son projet, à cette personne qui s'appelle Marc Junès, c'était de monter un simulateur de vol pour permettre à des pilotes qui n'ont pas volé depuis super longtemps de se réentraîner à moindre frais. Et donc c'est un genre de matériel informatique, en fait c'est un simulateur de vol qui n'est pas sur vérin, contrairement au simulateur que j'utilise pour les examens que j'ai en compagnie. Donc, un peu différent, mais c'est le même poste de pilotage. Et en fait il avait besoin d'un bras droit pour monter la société. Il voulait recruter des pilotes et en fait l'idée c'est que dans les structures d'entraînement pilote, souvent c'est les instructeurs évidemment qui donnent des cours. Les instructeurs ça coûte cher, c'est vraiment vraiment onéreux. Ils font un super bon boulot, hein, heureusement, ils sont très bien payés, et heureusement. Mais du coup, ça rend l'heure d'entraînement vraiment chère. Pour une compagnie, c'est pas grave. Pour un pilote seul qui est au chômage depuis 3 ans à cause du Covid, qui n'a pas retrouvé un job comme moi, machin, bah, s'il a envie de se rentraîner pour une sélection pilote, souvent qui se passe aussi en simulateur, pour évaluer les compétences du pilote, bah, c'est quand même sympa d'aller faire une heure de vol pas trop chère dans un simulateur comme ça. Et donc, il voulait un bras droit, mais au début, le projet décollait pas, donc j'ai fait autre chose. Et j'ai arrêté les assurances. Et 1 mois après, je crois, son projet a vraiment décollé. Et donc, j'ai bossé avec lui là-dessus, et c'était de très loin le projet qui m'a le plus motivé. Donc, on a créé cette société ensemble, qui s'appelle Solidarsim, et qui est à Villepinte. Elle était un peu loin de chez moi, donc au bout d'un moment, quand j'ai commencé à rebosser, enfin, chez Air France, quand j'ai été rappelé, c'est très difficile de revenir là-bas régulièrement. Et donc, avec lui, lui, il a monté le simu, il l'a assemblé, et moi, je l'ai testé. J'ai écrit tout un manuel d'utilisation du truc, parce que c'était pas encore. Je crois que c'était une société qui n'avait pas encore vraiment de clients à l'époque, donc il a fallu tout faire de zéro, recruter tous les coachs. On a tout fait de zéro, quoi. Ouais, donc là, tu avais vraiment en mode multi-casquette. Et ça, du coup, donc, tu l'as fait combien de temps? Et ensuite, parle-nous du moment où on t'a rappelé, quoi. Enfin, nous, là, on veut savoir. Ça a commencé à sentir bon. Il y avait des bruits de couloirs qui traînaient, etc. Air France, ça repart, les vols repartent, fin du Covid, etc. Donc quand même, on parle de ça, mais on est quand même 1 an et demi, une bonne année et demie. J'ai été rappelé en juillet, je crois. Donc c'était 1 an et demi après, un peu moins quasiment 1 an et demi après, ouais, un truc comme ça. Et je me souviens très très bien de ce jour parce que là, je m'apprêtais à prendre un peu de vacances. Et en fait, j'allais à un mariage et je m'étais fait beau et tout. J'étais sapé et trucs. Il faisait chaud en plus, donc je voulais vraiment pas. Je prends ma voiture et là, je vois un numéro masqué qui m'appelle. Et je me dis, c'est encore une pub, machin, truc, c'est bon, tu vois. En plus, ayant vendu des assurances, enfin, je sais pas, ça me saoulait. Bloqué, tout le monde est bloqué en fait. Ça me saoulait, mais complètement d'avoir ce téléphone. Et j'étais pressé, j'étais en retard et tout. Et je réponds, je fais oui, bon, je suis pas intéressé. Et en fait, c'était recrutement Air France. Et ils me disent, oui, si ça vous intéresse pas, monsieur. Non, c'est bon, je vous écoute et tout. La sueur dans le costume. Et ensuite, en fait, donc j'étais ultra content et j'avais déjà des copains qui avaient été appelés
Donc en fait, j'étais ultra content. Tu sentais un peu, mais c'était pas encore mon tour. Bah, bien sûr. Et il y avait surtout chez Air France, en fait, quand on commence, on va soit chez Air France sur A320 ou A220, ou chez Transavia. Super boîte aussi. Je dois avouer que j'avais une préférence pour l'uniforme Air France et tout, et les escales Air France et le côté Air France. Tout, je savais pas sur quel avion j'allais être. Et ils m'ont dit, et en fait, elle m'a dit, je me souviens très bien, je l'ai recroisée après pour lui en reparler et tout, on a rigolé, mais elle m'a dit, voilà, donc c'est bon, vous allez commencer le 1er septembre. Et moi, je savais pas où. Donc je dis, mais du coup, commencer chez Air France et tout, monsieur Haddad. Je fais, ah d'accord, toi, peut-être. Et j'ai raccroché, je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai hurlé, j'étais pas bien, etc. Mais j'étais en folie. Ouais. J'étais en folie, j'ai hurlé dans ma voiture. Pas le week-end de mariage. J'ai passé un mariage incroyable. C'était mon mariage. C'est limite mon mariage. T'es arrivé, torse bombé dans le costume en mode. Il était de quelle couleur le costume? Bleu marine ou pas? Bleu, il était bleu clair. Bah ouais, voilà. Je suis arrivé en bombe là-bas. Vous vous rendez même pas compte comment je suis content. Wow. Et puis ensuite, 1er septembre, et après toute une période où il a fallu me réhabituer à. Enfin, c'était pas si évident que ça de sortir de ce mode Covid, un peu sortir de ma caverne, ressortir ce casquette de pilote que j'ai mis de côté. C'est vraiment pas une blague, hein. Vraiment, je ne le disais plus du tout en soirée, parce que vous le dites à quelqu'un, et puis après c'est « mais pourquoi tu veux Air France, machin? Mais pourquoi? Mais ils vont te reprendre, il n'y a pas de souci. » Et en fait, ça m'énervait au bout d'un moment parce que personne n'avait les éléments, et donc vraiment, je voulais plus en parler, quoi. Je suis prof, voilà. Et c'était beaucoup plus simple à gérer. Et intellectuellement, il a fallu vraiment, enfin, c'était difficile. Heureusement que j'avais ma petite femme, qu'on ne voit pas là, qui est juste derrière, et ma famille, mes amis, qui étaient vraiment des gros soutiens pour moi. Et David, toutes ces expériences-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Franchement, ça m'a appris quelque chose d'assez, enfin, que j'entends dans beaucoup de discours de sportifs, de personnes qui se challengent, passent leur vie à se challenger. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus fort que ce qu'on croit être. Et c'est uniquement en se challengeant de cette façon-là qu'on voit vraiment ce qu'on a dans le ventre. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose en fait dans le ventre initialement, forcément. On devient plus qu'on est. Et à l'époque, je savais pas si j'étais capable vraiment. Je suis rentré chez moi à des temps, je vous dis, 3 semaines, pendant 3 semaines tous les jours. Quand je faisais mon sport, j'essayais d'être bien, j'essayais de bien manger, j'ai commencé la méditation. Mais malgré ça, c'était tellement difficile, franchement, que de temps en temps, j'étais chez moi et je déprimais, quoi. Et en fait, de cette déprime, ça m'a vraiment, je pense, rendu un peu plus fort psychologiquement. Parce que maintenant, si je dois attendre 1 mois, 2 mois, j'ai attendu 1 an et demi, c'est pas grave. Mais ça m'a vraiment renforcé psychologiquement. Et ça m'a montré peut-être une autre facette de ma vie. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là. J'étais vraiment, j'avais une vision assez étroite en fait, peut-être de moi-même, du métier, de ma vie et tout. Et en fait, je définissais trop mon bonheur par le travail. C'est très important, hein, c'est central, mais c'était trop pour moi. Et je pense que du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir à rester chez moi, à faire d'autres choses, plutôt que de passer mon temps au boulot. Alors qu'avant, vraiment, dans les avions au maximum. Tu vivais pour ça, et là, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait aussi une autre vie à part celle de la passer dans les nuages, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, revenons à ce métier de pilote. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer, mais de manière très simple, la différence entre pilote et copilote? Alors, il y a une différence fondamentale, c'est que pilote et copilote, ça n'existe pas vraiment. Okay. En fait, c'est plutôt commandant de bord et pilote. D'accord. La différence entre, en fait, un équipage, ça c'est plutôt connu, mais il y a les hôtesses et les stewards, les PNC, personnels navigants commercial, et les PNT, personnels navigants techniques, qui sont les pilotes. Parmi ces pilotes, il y a un chef d'équipe, c'est le commandant de bord. Mais tout le monde est pilote en fait. Et copilote, c'est une appellation qui existe toujours. Elle n'est pas péjorative, hein, mais c'est plus pour bien cadrer le truc. Aujourd'hui, chez Air France, on parle plutôt d'officier pilote. Officier pilote de ligne OPL versus, ou pas vraiment versus, on travaille tous ensemble, mais avec le commandant de bord, qui lui parle avec le chef des PNC, le ou la chef de cabine, ou la chef de cabine principale en long courrier. Et il n'y a pas vraiment de différence en termes de compétences techniques. Évidemment, l'expérience fait qu'au bout d'un moment, le commandant de bord est commandant de bord, parce qu'il a des expériences techniques, mais aussi humaines. C'est l'expérience en fait qui prime et qui fait qu'à un moment tu bascules et t'es commandant de bord, ou... C'est parce que tu sors pas d'école en étant commandant de bord, ça n'existe pas. Ok. Je crois pas que ça existe. Il peut arriver que certaines compagnies exploitent des avions en monopilote, auquel cas tu es commandant de bord parce qu'il n'y a qu'un seul pilote.
Ok, Très bien. Mais de Bon, manière générale, dans une compagnie, disons, prenons le cas d'Air France par exemple. Air France, prenons plutôt le cas d'EasyJet. ok. C'est un meilleur exemple, je pense, pour cette question-là. EasyJet, c'est une compagnie qui recrute beaucoup d'élèves pilotes, comme dans les écoles de pilotes, quand on en parlait tout à l'heure. Ces pilotes-là sont initialement des officiers pilotes, et ce n'est qu'à partir d'un certain nombre d'heures de vol, à peu près, je crois que légalement, c'est 1500 heures qu'il faut avoir pour passer commandant de bord. D'accord. À partir de ce moment-là, donc c'est à peu près 3 ans de vol assez intense chez EasyJet, là, on peut prétendre à passer commandant de bord. Et c'est au mérite. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une sélection. Il faut passer tout un stage. Et si à la fin de ce stage, il s'avère que le ou la pilote est apte au statut de commandant de bord, eh bien, à ce moment-là, ok, t'es commandant de bord. Ok. Mais c'est avant tout l'expérience qui va faire la différence. D'accord. Je fais la différence avec Air France parce qu'Air France, c'est une compagnie dans laquelle beaucoup d'officiers pilotes intègrent la compagnie, mais avec déjà beaucoup d'expérience en amont. Ok, ça marche. Ils sont déjà pilotes ou peut-être commandants de bord dans une compagnie à l'autre bout du monde et ils intègrent Air France par passion, mais ils sont officiers pilotes de ligne. Et chez Air France, ce qui se passe, c'est plutôt à l'ancienneté. En fait, on a une liste de classement prioritaire, de classement professionnel, je crois que c'est comme ça, Ok. LCP, dans laquelle, en fait, dès lors qu'on commence dans la compagnie, on a un matricule et donc un numéro sur cette liste de classement. Et plus on est ancien dans la compagnie, plus on a accès à un type d'avion, une fonction. Et une majorité de pilotes veulent devenir commandant de bord. Et parmi tous ceux qui veulent devenir commandant de bord, il y a des quotas chaque année de il y a tant de places de commandant de bord en fonction de plein de trucs. Et concrètement, dans le cockpit, qu'est-ce qui différencie un commandant de bord d'un copilote? Alors, au premier regard, en moyen courrier, celui qui est assis à gauche, c'est le commandant de bord. Ok. Celui qui est assis à droite, c'est le copilote. Ok. Mais il peut arriver que le commandant de bord soit lui-même formé par un instructeur qui est aussi commandant de bord qui est assis à droite. Donc, de manière générale, celui qui a 4 barrettes sur les épaules, Ok. c'est le commandant de bord. Ok. De manière. Et il y a des choses que vous faites différemment, vous répartissez les tâches ou finalement il se passe la même chose? Comment dire? Imaginons que tu es en voiture, il y a un volant, Ok. comme une voiture normale, Ouais. mais à chaque fois qu'il y a un virage, toi tu sais pertinemment où tu dois aller, et moi je te dis prends à gauche, à droite, vas-y tourne à droite, tourne à gauche. Ok. Arrive une intersection où il y a 3 ou 4 voies, je t'ai dit pendant tout le trajet où est-ce qu'il fallait aller, il y a de grandes chances statistiquement que tu attendes que je te dise où aller pour tourner. Ça dans le métier de pilote c'est très dangereux, D'accord. parce que il faut constamment qu'il y ait au moins un pilote qui pilote l'avion, qui prenne ses décisions, qui prenne vraiment qui décide en fait de la trajectoire. C'est pour ça que dans l'avion, on se sépare les tâches, tout le temps. D'accord. Les tâches sont symétriques. Ce que fait donc sur un aller-retour, par exemple, en moyen courrier, Paris-Nice, Nice-Paris, sur un vol, il va y avoir le copilote qui va vraiment piloter l'avion et le commandant de bord qui va faire autre chose. Donc, il va assister le copilote, qui va gérer la radio, gérer les systèmes, vérifier le pétrole, etc. Et le vol retour, on inverse les rôles. D'accord. On se sépare toujours les rôles pour qu'il n'y ait pas C'est deux clair. pilotes, mais personne qui pilote l'avion. C'est un peu ce qui se dit dans le métier. Voilà. Ok. C'est le Ok. but. Certains constructeurs aéronautiques fonctionnent différemment, comme Boeing. Boeing, il y a des phases commandant de bord copilote. Donc en fait, des phases où de toute façon le commandant de bord ne fera que ces actions-là, et jamais un copilote ne fera ce que fait le commandant de bord dans certaines phases. Une fois qu'on est en vol, c'est comme Airbus, c'est pareil. Donc vous arrivez, vous vous mettez d'accord sur qui fait quoi et ça part quoi. Exactement. Ok. Et sur qui fait quoi, évidemment, la décision peut être appuyée sur plein de choses. S'il fait vraiment pas beau à destination, et que le copilote est par exemple un jeune pilote, dans mes premières années c'était ça aussi, s'il fait vraiment pas beau, beaucoup de vent, beaucoup de turbulences, peut-être que c'est le commandant de bord qui va faire l'approche parce qu'il est plus expérimenté. Bien sûr. Je dis il, mais ça peut être elle, il n'y a pas de différence. Et surtout, dans certains cas, par exemple, un atterrissage automatique, là c'est uniquement le commandant de bord qui peut être en fonction, qui peut être pilot flying, PF, versus PM, pilot monitoring. C'est lui qui doit être pilote en fonction, celui qui pilote à ce moment-là, pour l'atterrissage automatique. C'est lui qui doit le faire vraiment. Donc s'il fait pas beau, s'il y a du brouillard à Paris par exemple, c'est le commandant de bord qui va poser l'avion, forcément. Je reviens à ce que tu disais plus tôt dans l'interview. Tu as parlé, donc maintenant tu veux passer sur long courrier. Combien de temps justement ça prend tous ces tests? Comment ça se passe en fait? Si en gros, toi typiquement tu es dans ce cas-là, tu es sur court, moyen courrier, et si tu veux passer sur long courrier, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches à suivre? Comment il faut faire en fait? Alors, chaque compagnie a son process. Chez Air France, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le nerf de la guerre, c'est cette liste de classement professionnel. Plus on est ancien, plus on a accès à la fonction en fonction des quotas.
Donc, grosso modo, tous les 6 mois, on peut cocher en fait, on peut demander à passer sur long courrier ou de long courrier passer sur moyen courrier. On peut demander tout un tas d'évolutions de carrière. Et en fonction des quotas et de son ancienneté, on l'a ou on l'a pas. Moi, il se trouve que j'ai demandé à passer sur long courrier. Il y avait des places, j'étais bien classé de par mon ancienneté, donc j'ai eu accès à cette formation. Et donc, j'ai une date de mise en stage où j'arrête mon activité de moyen courrier. Donc, j'ai fait 2 ans et demi de moyen courrier sur A320. Et au 1er avril, je crois que c'était ça mon début, là, c'était vraiment tout récent. Au 1er avril, début de la formation de la qualification de type Boeing 777. Les phases de formation, elles commencent toutes par une phase théorique pendant laquelle on étudie des systèmes de l'avion qui sont très complexes. Qui sont de base très complexes, mais on les rend un peu plus simples pour un pilote. Son but, c'est pas d'être un ingénieur, c'est d'être un pilote. En fait, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup à savoir. Comment interagissent ces systèmes les uns avec les autres, l'air en cabine, la pressurisation, l'hydraulique pour bouger les commandes de vol. Tout ça, il faut savoir comment ça fonctionne à peu près. Pas forcément être un expert, mais il faut vraiment bien savoir comment ça fonctionne. Ça demande du boulot. En parallèle de ça, on fait des sessions de simulateurs. C'est la phase dans laquelle je suis à peu près en ce moment. On m'apprend les procédures pour démarrer l'avion, éteindre l'avion, gérer des problèmes en vol. Tout ça, c'est très important pour structurer la standardisation en fait, dans l'aviation, c'est très important. Parce que c'est un des challenges, on travaille tout le temps avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc moi, le commandant de bord, je ne le connais pas. Chaque vol, quasiment, c'est quelqu'un de différent. Alors, chez Air France, on a la chance tous les mois de pouvoir choisir des vols. Avec un décompte de nombre de points, peu importe. Mais grosso modo, c'est-à-dire que si j'ai un pote commandant de bord, par exemple, c'est ce qui était le cas sur moyen courrier, je peux voler avec lui. Ou elle. Et donc, du coup, je le connais, donc ça change la dimension. Trop se connaître, d'ailleurs, peut être un frein au truc, parce que si je sais qu'il n'aime pas, je le fais pas. Comme ci, comme ça, bref. Mais donc, quand je connais pas quelqu'un, pour pouvoir bien bosser avec la personne, avoir les mêmes procédures, parler le même langage, c'est essentiel. Et donc, c'est cette phase-là, je suis à peu près dans cette phase-là où on me met vraiment, on met en place les procédures de l'avion pour qu'on parle le même langage, en fait, simplement commandant de bord et copilote. Et la dernière étape de la formation, une fois qu'on a passé tous ces simulateurs, toute la phase théorique, donc ça s'appelle l'AEL, l'adaptation en ligne. Donc là, on part en vol, en fait, avec un instructeur. Et le but, c'est de faire quelques vols pour découvrir plus. Donc typiquement, en long courrier, il y a la particularité de faire des vols très longs, mais donc de temps en temps transatlantiques. Donc il y a des procédures particulières pour faire le traversée de l'Atlantique. Il y a des vols, je dis une bêtise, qui passent par le pôle Nord. Donc c'est pareil, c'est des routes un peu particulières. Et vous êtes seul en fait, enfin tu es seul avec ton instructeur dans l'avion ou comment ça se passe? Alors le premier vol, je suis avec un 3e pilote qui est en safety. C'était aussi le cas quand j'ai commencé chez EasyJet pour mes premiers vols. Ça a du sens quand on a 0 heure de vol, avoir quelqu'un qui est là, parce que c'est très fatigant. C'est un métier qui est super fatigant. Et de temps en temps, qui demande beaucoup qui sollicite vraiment, dans une journée, j'ai eu des rythmes cardiaques très élevés, avec du vent de partout, des tout petits vols, des tout petits temps pour changer d'un vol à l'autre. Et donc, il se peut sur les premières étapes, les premiers vols, les premiers tronçons, que le copilote parte un peu dans les choux. Ça peut arriver, ou alors il se sent pas bien, ou alors le commandant de bord se sent pas bien. Auquel cas, il faut bien que, si le commandant de bord se sent pas bien, ou qu'il est malade, ou qu'il se passe quoi que ce soit, au moins qu'il y ait un pilote un peu plus expérimenté aussi qui puisse prendre sa place. C'est mieux. Ce serait mieux. Ça arrive jamais, pour le coup, je veux rassurer la communauté. Ça n'arrive jamais. Il y a des personnes qui ont un peu peur de prendre l'avion. Et c'est pour ça, en fait, cette personne est là. Et puis après, une fois que le niveau du stagiaire est confirmé, c'est bon, plus besoin d'avoir cette personne. Le nombre de pilotes dépend aussi du nombre d'heures de vol, essentiellement. Donc sur un vol à San Francisco, il y a 3 pilotes, dont un commandant de bord. Donc il y a 2 copilotes et un commandant de bord. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on ne peut plus passer par la Russie. Donc on passe par... il y a un couloir aérien qui est... il me semble, je suis passé par là, pas très loin, en allant vers l'Arménie. Donc au nord de la Turquie, on passe en une espèce de couloir. Et c'est 13 heures ou 14 heures de vol. Donc là, il faut 4 pilotes. Donc 3 copilotes, un commandant de bord. Du coup, ça roule et pendant que certains se reposent, d'autres prennent le relais. Ok, super. Et donc, tu finis tes heures de vol et ensuite, officiellement, tu peux passer en long courrier. Tu as ton petit diplôme, tu as un certificat. Comment tes diplômes? Franchement, c'est un peu moins glamour que ça. J'ai ma licence qui a un petit carton et on marque signé, c'est bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Le premier jour, surtout, c'est d'être du coup dans un 777.
Ouais, ça va être génial. Franchement, ça va être génial. C'est des vols différents. C'est des vols où on pilote un peu moins parce qu'évidemment, sur un aller-retour, par exemple, mon premier vol, c'est Dubaï. À Dubaï, il y a un vol aller, un vol retour. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, il y a 1 à 2 atterrissages de décollage sur toute la rotation, c'est-à-dire sur tout le temps de travail que je vais avoir et avec un peu de temps sur place pour se reposer. Par rapport à une rotation, on appelle une rotation, en gros, c'est une activité de travail. Ça peut être un aller-retour, ça peut être 4 jours de travail, ça peut être plein de trucs. D'accord. En moyen courrier, quand on fait 4 vols par jour, il y a 2 atterrissages de décollage dans une journée. En long courrier, c'est évidemment un autre rythme. Et donc, on pilote un peu moins. Néanmoins, le temps en escale est plus long. Malgré le décalage horaire, ça permet d'avoir vraiment du temps et de profiter et de découvrir aussi autre chose. Donc, 3 jours à Tokyo, par exemple, c'est l'occasion d'aller visiter un petit peu. Tu nous fais rêver là. Ouais. Et justement, c'est une super bonne transition pour nous dire, alors c'est très, je pense, différent, parce que j'allais dire, raconte-nous un peu une journée type, mais raconte-nous plutôt un vol type, enfin comment ça se passe. Tu nous disais juste avant que tu pouvais même choisir tes vols. Donc là, en cours moyen courrier, comment ça s'est passé jusqu'à présent et combien de temps tu pars en général et effectivement, comment vous roulez, tout ça. Alors, moi, je vais plus vous raconter un vol moyen courrier, parce que du coup, long courrier, Exactement. j'ai accompagné un copain récemment, mais en fait, j'ai pas vraiment vu toutes les étapes. Ça se ressemble vraiment, hein, c'est pas très différent. J'imagine, ouais. Euh, Grosso modo, un vol moyen courrier commence à peu près 1 heure et demie avant l'heure de décollage. Ok. Donc 1 heure et demie grand max avant l'heure de décollage, il faut que je pointe. Il faut que tu sois à Roissy. Il faut que je sois à Roissy et que j'ai badgé sur une borne Ok. pour montrer que je suis là. Ok. Ensuite, jusqu'à l'avion, il y a tout un temps de briefing où je récupère le dossier de vol. Le dossier de vol, je l'ai aussi sur iPad maintenant. On a un iPad de la compagnie avec toutes les données de vol où je peux regarder la veille, par exemple. Sur un long courrier, ça peut être sympa parce que 14 heures de vol, c'est peut-être la première fois que je vais là-bas, donc c'est toute une route avec des espaces aériens. J'ai accès à toute la documentation sur mon iPad. Et d'ailleurs, tous les cours de la qualification sont sur mon iPad. Ok. Je peux bosser dans mon temps libre, n'importe Ok, où et tout. génial. Donc là, j'aurais déjà accès au dossier de vol, mais si je ne l'avais pas, il y a un format papier aussi. Et le but des compagnies en ce moment, c'est de faire le moins de papier possible d'ailleurs pour l'écologie. Et donc c'est super, on a l'iPad, on a tout dessus. Rencontre avec le commandant de bord, que je connais pas, ou que je connais. Mais donc dans ce cas-là, je ne le connais pas, supposons. On va parler du vol, on va évoquer tout ce qui peut se passer, ce qui fait beau, ce qui fait pas beau, est-ce que l'avion est en bon état. Un avion n'est pas forcément dans l'état dans lequel il est livré il y a 15 ans quand il est livré de l'usine. Il peut y avoir des petites déviations, style, je sais pas, une prise qui marche pas, c'est pas très grave. Mais il faut le savoir, des trucs qui marchent pas dans l'avion. Et il y a une liste d'items qu'on peut accepter et de certains qu'on peut pas accepter. D'accord. Donc voilà, prendre conscience de l'état technique de l'avion. Et ensuite, on rencontre les PNC avec le chef de cabine, initialement. Le ou la chef de cabine qui vient nous parler un peu de l'état d'avion. Lui, bah voilà, il va y avoir des turbulences. Parce que sur Air France, contrairement à d'autres compagnies, il y a un service. Donc, savoir s'il y a des turbulences ou pas, c'est important. Et ensuite, on prend une décision qui est la décision la plus importante du vol, c'est le carburant. C'est D'accord. que cette décision. En fait, toutes les décisions quasiment, toute la discussion, toute la préparation, tout tourne autour du carburant. Parce que le carburant, c'est le temps qu'on va avoir en vol. Est-ce que j'ai besoin de plus de carburant ou est-ce que j'ai besoin Et ça, c'est votre décision. que la décision du pilote? Ah, En fait, c'est la décision du commandant de bord. ok. Le commandant de bord est seul responsable de la sécurité du vol. Et le copilote, moi, mon rôle en tant que copilote, c'est d'assister le commandant de bord dans la sécurité. S'il y a un problème ou quelque chose qui cloche ou machin, moi, mon rôle, c'est de faire remonter l'info pour donner le maximum d'infos au commandant de bord. À la base, c'est ça. Ok. Évidemment, s'il faut vraiment faire n'importe quoi, je dois Oui, reprendre oui. les commandes, mais ça, c'est le cas vraiment qui arrive très Ouais. peu, où voilà, on est sur quelqu'un, de temps en temps, c'est même pas. On peut avoir quelqu'un qui est fatigué ou qui est malade, ça arrive, quelqu'un qui a mangé un mauvais truc. De manière générale, c'est le commandant de bord qui décide de ça. Ok. Et donc, moi, je lui donne mon avis, Ok. et ensuite, le commandant de bord décide de son pétrole. Ok. Le but de la compagnie, c'est d'économiser le maximum de carburant, pour 2 raisons. Déjà, la facture de carburant, quand on fait un plein complet, c'est comme pour une voiture ou un Bien plein sûr. partiel, c'est pas le même prix. Mais aussi, un avion qui a plein de carburant consomme plus en vol, parce qu'il est plus lourd. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, faut vraiment voilà. viser plutôt juste. Voilà. En ce moment, évidemment, ça coûte plus cher un accident aéronautique que d'avoir évité de mettre trop. Voilà. Mieux vaut mettre plus de pétrole et ne pas avoir Bien d'accident. sûr. Mais donc, grosso modo, l'idée, c'est de prendre le moins de carburant possible. Parce que Ok. sinon, si tous les vols partent avec un plein complet, Bien sûr. il y a d'autres problèmes techniques que j'évoquerai pas, mais par exemple, un avion trop lourd au décollage ne peut pas forcément se reposer tout de suite s'il est vraiment très très lourd avec le plein complet de carburant. Ah oui, d'accord. Donc, auquel cas, sur un long courrier, il faut lâcher le carburant s'il se passe le moindre truc. Ah oui, d'accord. Problème écologique évident. Enfin, sûr.
Le décision carburant, enfin, ouais, l'idée, c'est pas forcément de partir avec un plein complet, mais c'est d'avoir une stratégie de tiens, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, bah là, il fait pas beau. Bah, je vais peut-être prendre un peu plus de carburant que d'habitude, comme ça, je peux tourner un petit peu, attendre, voir ce qui se passe. Et si jamais ça va pas, eh ben, il y a toujours un plan B. Euh, et donc, cette décision carburant, elle est prise à ce moment-là. D'accord. Elle peut être mise à jour ensuite dans la mission. Si on Ok. se rend compte, ah, il y a un autre élément, bah, c'est pas grave, je mets un peu plus. On peut même revenir au parking une fois qu'on a déjà commencé à rouler, Ok. si on n'est toujours pas content. Ensuite, on va à l'avion tous ensemble. Ok. Et là, on sépare un peu les tâches. Mm. Quelqu'un va allumer l'avion, l'autre, donc en fait, on prend connaissance de l'avion vraiment. Il peut y avoir de temps en temps une différence entre le dossier de vol et l'iPad et l'avion vraiment. Mm. Et souvent, un des deux pilotes, sur Boeing, c'est toujours le copilote qui le fait, quasiment, mais sur Airbus, c'est l'un ou l'autre, le tour de l'avion. Donc on fait une visite pré-vol, en fait. On se balade autour de l'avion avec une D'accord. petite lampe, si c'est la nuit, sinon on regarde juste comme ça. Ok. Et on fait une visite de l'avion, regarder s'il y a un bon état technique, s'il y a des Ok. petites bosses, s'il y a un élément manquant. On peut regarder par exemple s'il fait pas beau, par exemple s'il y a de la neige, s'il y a un dépôt de glace ou de neige sur les ailes. Mm. Ça, c'est interdit de décoller comme ça, il faut dégivrer l'avion. Et cette visite-là, ensuite, elle conclut la première phase, grosso modo, de la préparation du vol. D'accord. Là, disons que c'est moi qui fais le tour avion, ça s'appelle comme ça. Je remonte dans le cockpit et là, on commence vraiment l'embarquement. Peut être en cours ou pas, on fait les pleins. Et ensuite, on ferme les portes et on y va. Ok. On met en route les moteurs et là, on part, on fait le vol. Et pendant tout le vol, en fait, donc, il y a quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui pilote pas. Celui qui pilote pas a aussi la responsabilité de la trajectoire et va regarder l'évolution de ce pétrole, ce fameux pétrole. Est-ce qu'on perd du pétrole? Est-ce qu'il y en a une fuite? Est-ce qu'on en a toujours assez pour aller là-bas? Mais en général, il n'y a vraiment pas de problème de ce point de vue-là. Ouais. Mais, Mais c'est vraiment le rôle du coup de la personne qui pilote. En fait, tout Exactement. tourne autour de ce carburant, quoi. Exactement. C'est le carburant qui va vraiment faire foi dans plein de Ok. situations. Il peut arriver que d'autres problèmes surviennent en vol qui n'ont rien à voir avec le carburant, mais sans pétrole, on ne vole plus, ça c'est Oui, sûr. c'est vrai. Donc vraiment gérer le carburant, c'est important. Et en ce moment, il y a aussi une dimension, depuis quelques années, qui est très bien. C'est d'ailleurs le gros discours sur l'écologie, de l'écologie, enfin, l'économie de carburant en vol, qui a un intérêt énorme pour les pilotes, parce qu'évidemment, ça permet de garder un peu plus de pétrole. On le voit plus sur long courrier qu'en moyen courrier, parce qu'évidemment, les consommations sont plus importantes. Donc le moindre écart, la moindre, je sais pas, 3 ou 4 tonnes de plus, par exemple, de fret sur un avion, ça change vraiment la consommation, on le voit vraiment, alors qu'en moyen courrier, c'est moins visible. Et donc, économiser du pétrole, c'est très important en vol, ça permet de faire moins de bruit aussi, ça permet de moins polluer. Et vraiment, l'écopilotage, c'est au cœur de nos procédures aujourd'hui, notamment, par exemple, rouler sur un moteur à la place de deux. On allume un D'accord. moteur, on allume le deuxième plus tard. Ok. Donc c'est un environnement qui est passionnant, vraiment très dynamique, avec depuis la création de l'aéronautique commerciale une centaine d'années, je dirais, un peu moins. On a divisé peut-être, je crois, par 2 ou plus la consommation des avions. Ouais. Et constamment, vraiment, on est de plus en plus. Alors certains, commandants de bord, sont pas très friands de ça, à juste titre, parce qu'en fait, faire ça, il y a un des problèmes du métier, un des challenges du métier, je dirais. C'est pas vraiment un problème, c'est un challenge, c'est la fatigue. La fatigue, quand je me lève de temps en temps à 3 ou 4 heures du matin, j'ai peut-être pas envie de rouler sur un moteur, parce que rouler sur un moteur, c'est prendre le risque de décoller sur un moteur, parce que j'ai oublié de démarrer le moteur qui reste. C'est arrivé, quelqu'un qui a pas fait exprès. Dans peut-être même pas forcément Air France, dans d'autres compagnies. Il y a plein de compagnies qui, de temps en temps, font des erreurs, il y a des incidents. Et cette considération-là, d'un point de vue fatigue, est très importante. En long courrier, encore plus, avec le décalage horaire, les nuits blanches et tout. On ne peut pas se permettre de tout optimiser tout le temps. Mais le but, c'est vraiment la sécurité du vol, qu'il ne se passe rien. Qu'il se passe vraiment un vol nickel. Et tu fais combien de... Du coup, donc, dans une journée type, tu fais vraiment, donc sur moyen courrier, tu fais un aller-retour à chaque fois ou est-ce que tu peux en faire plusieurs dans la journée? C'est comment ça... En gros, c'est quoi un peu le rythme? C'est tu voles pendant 3 jours, je fais n'importe quoi, et tu fais 2 décollages, 2 atterrissages, et ensuite tu as 3 jours de repos, et tu réenchaînes, ou ça varie en fait Disons que ça varie vraiment ça varie énormément. Ça peut être un aller-retour dans la journée, Ok. ça peut être 2 allers-retours dans la journée. Ok. Le max que j'ai fait, c'est 3 allers-retours dans une journée. Ok. 6 vols chez EasyJet, c'était éreintant. Enfin, c'est un autre rythme, évidemment, il y a plus de repos en fonction de la durée des vols et du nombre de vols. Mais il peut arriver aussi que je fasse juste un vol, que je reste sur place et que le lendemain je reparte et je fasse 3 vols. D'accord. C'est très très variable. Ok. Mais disons qu'en moyen courrier, pour quelqu'un qui aime bien faire des escales ou qui a un planning normal, il peut arriver qu'on parte 3 ou 4 jours, voire 5 jours. Je suis déjà parti 5 jours. On fait 3 vols le premier jour, donc un aller-retour. D'accord.
à, je sais pas, Barcelone par exemple. Ouais. Et ensuite, on allait à Prague, on reste à Prague. Le lendemain, on est ramassé à l'hôtel et on repart à l'aéroport. Et là, on fait 3 vols Ok. ou juste un vol par exemple vers, je sais pas, on fait Prague-Paris, Paris-Malaga, on reste à Malaga. Et ça qui est génial en fait avec le moyen courrier aussi, c'est que ça permet de voir 3 ou 4 pays en l'espace d'une rotation quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok. Trop bien. Incroyable. Donc chaque journée est différente, donc ça Ouais. c'est un vrai atout. Et on va parler d'un autre sujet qui, je pense, intéresse pas mal de monde, les salaires. C'est vrai qu'en France c'est tabou, on n'ose pas trop en parler, etc. Est-ce que toi, vu que tu as fait plusieurs compagnies, est-ce que tu peux nous donner à peu près une fourchette en sortie d'école? Vraiment en sortie d'école. Combien et ensuite en commandant de bord, combien tu peux espérer du coup. Ouais. Alors ouais, c'est pas tabou avec moi l'argent du tout. Enfin, j'en parle comme ça quoi. C'est pas. Disons que je vais vous donner le détail d'EasyJet et d'Air France en fait parce que il y a d'autres compagnies que je connais. En fait, non, je vais vous donner un peu plus de détails. Les salaires sont très variables d'une compagnie à une autre. De manière générale, moi quand j'ai commencé chez EasyJet, j'étais payé 2600 € net d'impôts. Ok. Alors, EasyJet, j'ai commencé, j'étais en Écosse au départ à Glasgow, Ok. pas par choix, vraiment pas par choix. Mais c'était génial d'ailleurs. Au début, j'ai traîné des pieds pour la petite histoire et puis finalement, j'ai adoré être là-bas. Super ambiance, super équipe et tout. Et du coup, j'étais muté à Paris après à Charles de Gaulle. Et là, donc, en Écosse, c'était autre chose, mais disons qu'à Paris, j'ai commencé à 2006 ou 2800 € net d'impôts par mois pendant 2 ans. Et après, je suis passé à plutôt 4500 €, Ok. qui est à peu près ce qu'on gagne chez Air France au début. Ok. 4500 €. Le salaire chez Air France, enfin, disons chez EasyJet, le salaire augmente ensuite par palier en fonction du nombre d'heures de vol. Ok. Et en passant commandant de bord, on est plutôt sur un 10 000 € par mois. Ok. Donc face à cette rémunération qui t'entend fait dresser les poils, il y a la responsabilité de la sécurité du vol. Bien sûr. C'est quelque chose que peu en fait réalisent, je crois. C'est que si demain il se passe le moindre truc, le commandant de bord est au tribunal Ouais. pour justifier de ce qu'il a fait. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu économiser du pétrole? Pourquoi tu as sorti les volets à ce moment-là? Et c'est lui qui est inculpable. Cette responsabilité légale, elle coûte cher. Et donc c'est pour ça qu'il y a une rémunération comme ça. Toutes les compagnies ne payent pas de la même façon. Donc évidemment, c'est un métier qui peut être fait à des rémunérations bien plus faibles ou plus élevées. Mais grosso modo, voilà pourquoi les pilotes sont bien payés. Voilà pour EasyJet. Et EasyJet a la particularité de payer ses pilotes de la même façon, quasiment, que si vous pouvez faire un mois à travailler tous les jours. C'est pas possible, mais supposons que vous pouvez travailler énormément ou très peu, vous gagnez quasiment pareil. D'accord. Chez Air France, c'est pas pareil. Chez Air France, il y a un minimum qui est garanti tous les mois. D'accord. Que je vole 0 heure ou je sais pas, même si je fais 0 heure de vol, je gagne quand même ce minimum garanti, Ok. qui est une vraie sécurité parce qu'on peut pas, sinon ce serait la guerre pour avoir le maximum de vols Ça dans le devient mois. vrai, non. Et jusque, peu parce près. que du coup, donc j'imagine que tu veux faire carrière chez Air France. Jusqu'à combien tu peux espérer gagner en fin de carrière Alors, donc la rémunération, ça dépend de plein de trucs chez Air France, ça dépend du nombre d'années que tu es chez Air France, ça dépend aussi de la machine sur laquelle tu es. D'accord. Donc le rapport poids-puissance de machin. Donc là, sur 777, je vais mieux gagner par exemple, Ouais. peut-être 15 ou 20% de plus. Ok. Et du poste, donc commandant de bord gagne mieux qu'un copilote. Disons qu'un commandant de bord long courrier en fin de carrière, on peut monter jusqu'à 18 000 € par mois, 20 000 €. Donc c'est des très bons salaires, ça c'est sûr. C'est pas le cas dans toutes les compagnies. Et donc voilà, certaines compagnies ne payent vraiment pas bien, comme Volotea. Je les porte pas dans mon cœur. Ryanair. Je dis pas que c'est des compagnies unsafe, hein, elles sont pas du tout à blacklister pour une raison ou pour une autre. Par contre, je considère que c'est un peu comme quand on achète du poulet à 1 €, on sait comment il est fait, quoi. Oui, bien C'est sûr. un peu ça l'analogie que j'ai. Malheureusement, c'est des compagnies qui exploitent vraiment leur personnel navigant. Il ne fait pas forcément très bon vivre partout. C'est des compagnies safe, mais malgré tout, on gagne très, très peu sa vie. Et Volotea voilà, fait partie des compagnies dans lesquelles on ne gagne pas très bien. C'est pas grave. Le but, c'est de se faire une expérience pour ensuite changer de compagnie et d'aller chercher mieux ailleurs. Ryanair, par exemple, souvent on pense que c'est une compagnie où on ne gagne pas très bien sa vie, mais en fait, passer un certain... Il me semble, hein, lorsqu'on passe commandant de bord, on gagne plutôt bien sa vie, c'est un bon contrat. Mais ce n'est pas les mêmes conditions, évidemment, c'est une compagnie irlandaise avec plein de contrats partout. Enfin, pour le coup, je ne pense pas être
Enfin, comment dire, n'importe qui va sur Internet, tape Ryanair, je pense qu'il y a 1000 histoires de personnes qui travaillent là-bas, qui racontent les conditions d'emploi. Simplement pour dire que les rémunérations varient. Il y a vraiment un éventail de rémunérations. Aux États-Unis, on gagne très très bien sa vie. Et en ce moment, surtout en Chine, il y a un développement du marché chinois qui est énorme. La croissance de l'aérien, c'est 3% par an. Wow, ok. Mais elle n'est pas, c'est pas la même dans tous les continents. C'est mondial, donc Ok. c'est mondialisé. En Chine, en Asie, Ouais. la croissance est énorme. Donc il y a un besoin de pilotes énorme là-bas. Ça paye Donc, très ça très bien, paye bien mieux que chez Air France. Bon à là-bas. savoir. Nous parler des avantages et des inconvénients du métier. C'est une question parce que certaines personnes m'ont un peu dit ouais, fais attention à ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas dégoûter les gens du métier et tout. Hmm. Je pense pas dégoûter quelqu'un en racontant le côté un peu challenging du métier. Bien sûr. Il faut le savoir en fait, et je pense que même pour passer un entretien d'embauche, j'ai coaché pas mal de personnes qui m'ont appelé pour des entretiens pilotes. C'est pas les mêmes entretiens d'embauche qu'un job un peu différent. Enfin, c'est vraiment particulier les entretiens pilotes, on recherche d'autres compétences et tout. Et quand je raconte vraiment, c'est cool d'avoir vraiment, je pense, quelqu'un qui connaît un peu les limitations du truc, Bien sûr. parce que les connaître, c'est aussi les anticiper. Donc ça rend peut-être un peu plus fiable aussi au long terme. Avantage du métier, pour commencer sur une note positive, c'est un métier fascinant, franchement dynamique, vraiment, mais je sais pas, il faut le voir pour le croire en fait. Faire décoller un avion de ligne de 70 tonnes, et encore là, c'est pas un long courrier, mais c'est quand même énorme. Aller dans les airs, voir des trucs, j'ai emmené ma femme en vol plusieurs fois, on voit les orages d'en haut, en fait, on est au-dessus quasiment de la météo, on voit les orages de loin, faire un atterrissage et tout, c'est fascinant. J'ai une photo moi que j'adore vraiment, les vols que j'adorais vraiment, c'est les passages des Alpes, parce que c'est une chaîne, vraiment, on voit la chaîne de montagne vraiment quasiment sur toute l'Europe dans les journées où il fait beau, et c'est incroyable quoi. L'interaction humaine est magnifique, on rencontre un panel de personnes. J'ai une note d'ailleurs sur mon téléphone, j'ai créé une note avec les idées les idées des équipages que je rencontre qui ont des passions dans tous les sens. Ça donne plein d'idées et tout, enfin, je trouve ça vraiment génial. L'évolution de carrière très dynamique, on peut passer du moyen courrier au long courrier, commandant de bord, instructeur, on fait plein de trucs. Moi j'ai eu la chance de faire aussi dans la compagnie des vols techniques, donc des vols de sortie de maintenance. D'accord. C'est des vols, voilà, un avion est démonté complètement, remonté, on change des petits trucs, puis il faut faire un vol d'essai dessus pour voir si ça marche, avant de mettre des passagers. Et j'ai eu énormément de chance de faire ça. Et là, on fait des dépressurisations de l'avion, on fait des trucs de dingue. Vraiment, c'est des vols extraordinaires avec l'avion. Et ça m'amène à parler d'Air France en particulier. Air France, par rapport à d'autres compagnies, c'est essentiellement la chance, l'opportunité, disons, de faire plein de trucs autour du métier. Pas être que pilote, d'une certaine façon, sans être réducteur. Il y a des compagnies dans lesquelles l'évolution de carrière, c'est copilote, commandant de bord, et je fais des allers-retours jusqu'à 65 ans. C'est l'âge maximum auquel on peut faire le métier. Mais Air France, c'est pas tout à fait ça. On peut faire ça, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut devenir instructeur, on peut avoir une fonction au sol, on peut faire ce que j'ai fait, les vols techniques. On peut faire plein de trucs différents, s'investir dans la compagnie différemment et partager son temps entre les vols et autre chose. Des fonctions managériales aussi. Ça, c'est une des différences. On peut faire du long courrier chez Air France, c'est pas le cas d'EasyJet ou d'autres compagnies. Et je préfère le dire, j'ai adoré mon temps chez EasyJet, hein, c'est pas pour dire qu'il y a des compagnies meilleures que les autres. D'ailleurs, une des compagnies d'une compagnie low cost comme EasyJet, c'est d'être chez soi tous les soirs. C'est pas le cas d'Air France. Voilà, la contrepartie, on en parlera après, du métier, c'est de pas tout le temps être chez soi. Certaines compagnies permettent de l'être, donc il n'y a pas forcément que du bien partout. Enfin, comment dire, souvent on entend les jeunes pilotes, Air France, il y a qu'Air France, mais en fait, il n'y a pas qu'Air France, il y a d'autres compagnies aussi super. Mais en tout cas, chez Air France, il y a la possibilité de faire du long courrier, ça c'est super. Le CE d'Air France, il est connu en France, c'est un peu comme le CE de Total ou la SNCF. C'est super, j'ai une allocation tous les ans pour... C'est pas un mythe, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Donc, en fait, dans les avantages de la compagnie, il y a essentiellement déjà les facilités de transport. Donc, c'est les fameux GB. Donc, c'est des billets qui étaient vraiment pas chers à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas cher. Enfin, ça reste... C'est un petit budget. Par rapport à un billet plein pot, évidemment, c'est pas le même prix, mais c'est moins cher. Ça, c'est vrai que c'est génial. On peut prendre des billets non réservés aussi. C'est super, ça permet de voyager chez Air France, mais aussi dans d'autres compagnies. Donc Air France fait partie de l'alliance SkyTeam, et donc il y a plein de compagnies qui permettent aux pilotes d'Air France et aussi aux PNC, et aussi à plein de jobs dans la compagnie. Air France, c'est pas que les pilotes, c'est les PNC, c'est aussi donc Air France Industrie, la maintenance, il y a aussi
je sais pas, tout un tas de bureaux. Enfin, au siège d'Air France à Roissy, il y a beaucoup de bureaux avec des personnes qui bossent dans l'ingénierie, dans machin. Enfin, il y a beaucoup l'informatique d'Air France. Et toutes ces personnes-là ont accès aux facilités de transport, les fameux GP. Ça, c'est super. Et il y a aussi la possibilité pour les personnes de la famille de bénéficier de ces facilités de transport. Donc moi, je suis marié, ma femme a accès aussi à ces billets, mes enfants auront accès jusqu'à leurs 26 ans. Et il y a surtout l'avantage d'être en escale et de visiter le monde, en fait, simplement. Et c'est pour ça que là, je vais faire en long courrier. Mes premiers vols, c'est Dubaï, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Wow. Ensuite, je pars à Montréal. Ensuite, je pars à Détroit. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire à Détroit. Wow. Mais on va voir. Du coup, on passe aux parties un peu plus challengeantes, enfin les moins bons côtés en fait du métier. La fatigue. Ouais. La fatigue. En fait, il y a une vidéo que j'ai regardée plein de fois avant de passer les sélections qui est sur Internet, sur YouTube, hein, qui parle du métier par Eric Bernard, qui est un ancien commandant de bord chez nous, et qui dit une des limitations, donc c'est la fatigue, mais aussi l'arythmie. L'arythmie, c'est vivre complètement décalé par rapport aux autres. Moi, ça m'arrive de me lever, je me suis levé hier à 4h20 pour aller à Roissy pour faire des simulateurs. Voilà, ma femme, elle dort. À point fermé. Voilà, je rentre, je suis un peu fatigué, je vais dormir l'après-midi, je vais faire des trucs et tout. Et ça m'arrive aussi en long courrier, je vais vivre un peu la nuit aussi, donc je vais partir à 23h. Je vais passer une nuit dans l'avion, je vais arriver à La Réunion. Voilà, je vais aller dormir quand il fait jour. Enfin, cette arythmie-là, elle est difficile à gérer. En moyen courrier, ça peut être vraiment difficile. Se lever très tôt. C'est un truc que je savais pas en fait avant de me lancer dans le métier. Moi, je voyais avion, aéroclub, trop sympa, je vais piloter toute ma journée et tout. C'est pas tout à fait ça en fait le métier de pilote de ligne. Ça, c'est le pilote d'aéroclub. Ça, c'est super, c'est autre chose. Beaucoup se plaisent dans le métier d'aéroclub ou d'instructeur d'aéroclub, c'est vraiment leur truc. Pilote de ligne, c'est pas tout le temps piloté à la main non plus. Donc il n'y a pas que la fatigue, il y a aussi le fait que je passe pas ma vie à piloter en fait. Je suis souvent en pilote automatique pour plusieurs raisons. Une des raisons, si vraiment on parle du détail, c'est que déjà la fatigue est bien plus importante si tu pilotes toute la journée. Bien sûr. Paradoxalement, plus je pilote, moins c'est fatigant de piloter, donc c'est cool de quand même s'entraîner. Et d'ailleurs, la compagnie le recommande, maintenir ses compétences. C'est pas avec un examen tous les 6 mois que voilà, c'est important. Si vous garez jamais votre voiture en manuel, toujours en automatique, le jour où il faut le faire et que c'est stressant, il y a plein de pannes sur l'avion qui font que, ça arrive jamais, hein, mais qui font qu'il faut reprendre l'avion en manuel, il faut être entraîné pour le faire. Malgré tout, au-dessus d'une certaine altitude, il y a tellement d'avions que pour être sûr que chacun est sur sa trajectoire, le mieux c'est d'avoir le pilote automatique. Et donc, on pilote pas tout le temps. Surtout en long courrier, on pilote vraiment beaucoup moins. Donc, c'est aussi un aspect du métier qui change par rapport à un pilote d'aéroclub qui pilote tout le temps. Moi, sur mes petits avions, quand j'ai commencé à 16 ans ou à 15 ans, il n'y avait pas de pilote automatique, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. C'était vraiment l'aiguille, voilà, l'étoile limite. Donc, on est vraiment sur ça, quoi. Okay. Exactement. Une limite aussi du métier, la vie de famille, franchement, un peu. Mais pas tant que ça en fait. C'est souvent tabou ça aussi. Enfin, c'est pas souvent que c'est tabou, c'est qu'on se dit voilà, pilote, tu vois jamais tes enfants, tu vois jamais ta femme. Je pense que vraiment je peux démontrer que je suis plus chez moi que n'importe quel métier. En vrai. Oui, sur le nombre en fait d'heures finalement, quelqu'un qui ferait un 9h, 20h tous les jours, 5 jours d'affilée, plus qui retravaillerait le week-end, VS toi, où finalement le temps où tu es ici, tu es complètement en fait chez toi. Je ramène jamais de boulot chez moi. Jamais. Sauf quand je dois préparer un simulateur. Je dis comme ça, mais c'est quand j'ai un examen, je vais le préparer bien sûr. Mais ça se prépare l'année et tout, quelques jours avant. Mais en fait, l'année, j'ai pas de boulot à ramener chez moi. J'ai zéro. Donc quand je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis peut-être un peu fatigué, je suis peut-être rentré de vol, mais je suis là. Donc, ça veut dire là, on n'a pas d'enfants encore, mais quand on aura des enfants, je pourrai aller chercher à l'école, je pourrais faire plein de trucs. Je vais avoir peut-être un peu la tête là-haut, mais en rentrant de long courrier, mais malgré tout, je suis là et je suis vraiment dispo. Mon père partait tous les matins à 8h, il est médecin généraliste, il rentre à 21h en fait. Donc je le vois pas. Je le vois, je vais me coucher. Et alors que moi, quand je suis là, vraiment, je suis là à 100% pendant 3-4 jours. De temps en temps, pendant 10 jours, je suis là. Et franchement, et en plus, moi, j'aime pas voler tout le temps. Je cherche pas à voler plus. Parce que j'aime beaucoup être chez moi, j'aime passer du temps en famille, j'aime passer du temps aussi, faire du sport et tout. Je sais pas, j'aime faire mon truc en fait. Et donc ça, d'un point de vue vitamine, c'est pas tant contraignant, mais ça peut l'être et ça peut être une limitation. On peut voler le week-end, on peut voler le dimanche, on peut voler le 1er mai, on peut voler pendant les week-ends que tout le monde veut.
le 14 juillet, Bien sûr. je peux être certaine que je vais voler, c'est sûr, quasiment. Ça fait partie des limites du métier. Il n'y a pas vraiment de différenciation entre les jours. Et donc, ça arrive de se lever à 4 h le matin. Donc, ça veut dire que la veille, je ne vais pas faire de soirée. Ça veut dire que je ne vais pas sortir. Même sortir et se coucher à minuit, bah, pas top. Ouais. Pas top parce que je ne vais pas être en forme, parce que machin. Donc, c'est très contraignant sur certains aspects. Et sur d'autres, c'est vraiment, vraiment tranquille. Une des limitations aussi que j'ai découvert plus tard, c'est que moi, je suis issu d'un cursus ingénieur et Ok. prépa et tout. Ingénieur, enfin, construire un projet de A à Z et pouvoir vraiment avoir un projet tangible vraiment ou un objet qu'on peut tenir dans ses mains après avoir bossé des nombreuses années. Dire voilà, ça c'est moi qui l'ai créé. C'est pas pareil en fait ce métier. C'est pas à ce point-là de la réflexion et de l'innovation et de la recherche en fait. On ne demande pas à un pilote d'être dans la recherche. Il y a beaucoup de réflexion sur plein de choses. C'est souvent les mêmes idées au bout d'un moment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on passe commandant de bord au bout d'un moment, parce qu'on a déjà vu le film. On connaît, on a déjà vu, on a vu une centaine de milliers de fois. Il y a de la réflexion, c'est pas un métier d'idiot, mais c'est vrai que c'est un métier dans lequel on ne demande pas tant que ça d'être dans la remise en question de l'innovation et des règles. On demande d'appliquer les règles. On peut faire remonter des problèmes sur les procédures, mais le but, c'est pas de trouver des nouvelles façons à chaque fois de piloter l'avion. Oui. C'est de faire ce qu'il y a dans le bouquin, de bien le faire. Un peu comme tu exécutes quand même 80% du temps. Exactement. Ouais. Des personnes ont imaginé le métier. Ouais, Moi, voilà. j'exécute. Si j'ai des problèmes avec des procédures, ça m'est déjà arrivé. Ouais, tu remontes. Parce que, étant issu d'une autre compagnie, bah, j'ai vu comment fait une autre compagnie pour le même avion. Donc, EasyJet a des Airbus A320, Air France aussi. En arrivant, je dis, bah, tiens, c'est marrant, vous faites ça comme ça. En fait, il y a d'autres compagnies qui font aussi différemment. Pourquoi et tout. Et donc, on peut faire monter les informations. On peut faire changer les procédures in fine. Mais le but, c'est de faire ce qui est marqué dans le livre. Déjà parce que tout le monde fait ça. Et donc, pour la standardisation dont on parlait tout à l'heure, c'est important. Mais aussi parce que d'un point de vue légal, si j'ai pas fait ce qui est marqué dans le livre et qu'il se passe un truc, donc par exemple, je sais pas forcément un accident, mais je crève un pneu par exemple, ça plante un vol parce que machin, pour des raisons, ou alors voilà, je casse un truc dans l'avion sans faire exprès, ou bah, du coup un peu exprès parce que je voulais pas le casser, mais j'ai mal fait la procédure, je savais pas que c'était différent. On va me dire pourquoi tu as fait ça. Et peut-être que la compagnie pourra pas faire jouer l'assurance, donc c'est important aussi de faire ce qui est marqué dans le bouquin. Donc quelqu'un qui adore réfléchir et adore être tout le temps dans la réflexion, dans le nouveau, se challenger, dans la recherche, et ben, c'est pas forcément incompatible. Hein. Je connais des polytechniciens qui font pilote de ligne. Pour autant, il faut se trouver aussi d'autres centres d'intérêt de temps en temps, ou occuper une autre fonction dans la compagnie qui permet d'aller plus loin et de satisfaire peut-être ce besoin de réflexion. Donc en ayant un job de manager, en travaillant au bureau technique par exemple d'Air France, on est vraiment sur la technicité de l'avion, rentrer dans le cœur des procédures, comment c'est fonctionne. J'ai eu un petit peu accès avec ces vols techniques-là, qui vraiment étaient super parce qu'on sort du cadre réglementaire justement, on sort du manuel de vol et on dégrade l'avion et on se met dans des situations qui sont pas du tout, qui correspondent pas à des cas de figure connus en fait du constructeur. Donc faut réfléchir un peu, bah tiens, comment je me sortirais de cette situation dans laquelle je me suis mis tout seul. C'est de la réflexion. Donc c'est cool. Okay. Mais ça peut, c'est quelque chose que j'avais pas trop imaginé auparavant. Se dire bah voilà, ça reste un métier un peu de service en fait, dans lequel on conduit des gens de A à B, de B à A. Maintenant c'est plus complexe qu'un taxi, ça c'est sûr. Il y a beaucoup à savoir, on apprend tout le temps dans ce métier, c'est ça qui est fascinant. Mais malgré tout, c'est pas une réflexion constante tous les jours. Il peut arriver un certain temps. Moi, au bout de 5 ans de moyen courrier sur A320, parce que j'ai fait 3 ans chez EasyJet et 2 ans chez Air France, bah l'avion, je commence un petit peu à me sentir à l'aise. Je suis moins challengé tous les jours. Je réfléchis moins et je sens que c'est le moment de changer. Et donc c'est pour ça que je change d'avion. Et là je m'éclate. Là, j'ai tout un nouveau truc à comprendre, plein de trucs complexes. Boeing, c'est un autre constructeur. Donc là, vraiment, je me ressens challengé. Et je pense que ça rebascule sur un avantage d'Air France de pouvoir changer constamment d'avion, de fonction. Et donc, ça pousse à la réflexion. Super. Et est-ce que tu as eu, durant tous ces vols-là, parfois des petits moments de peur ou des coups de chaud? Tu t'es dit, oh là là. Genre, est-ce que tu as un moment vraiment qui t'a marqué? Tu t'es dit, waouh, là, c'est un peu chaud. Un signe à ma femme là-bas parce qu'on a vécu ça ensemble en fait. Ah, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai eu des petits coups de stress parce que je ne m'attendais pas à avoir une alarme à ce moment-là. Je vous donne un exemple bête. Un des trucs les plus graves qu'il peut y avoir dans un avion, c'est un feu. Pour plusieurs raisons, parce que statistiquement, un feu incontrôlé, ça a tendance à mal se passer.
et on ne peut pas forcément toujours l'attaquer, le feu. C'est un feu en soute, en cargo. Bah, il y a des extincteurs, mais si ça ne marche pas, est-ce qu'on est sûr qu'il est éteint? On ne sait pas. Enfin, c'est la zone grise, donc du coup, on se pose le plus vite possible. Je dis ça parce que du coup, il y a des alarmes qu'on peut avoir en fonction de ce qui se passe dans l'avion et des détecteurs de fumée qui sont super sensibles à ça, notamment dans les toilettes. Donc quand on dit il ne faut pas fumer dans les toilettes, il ne faut pas fumer voilà. dans les toilettes. Donc quelqu'un s'est mis un jour du déodorant dans les toilettes, ça a déclenché l'alarme. Moi j'ai cru que c'était un feu, un incendie. Donc au bout d'un moment, on commence à capter que les passagers, de temps en temps, ils n'écoutent pas ce qu'on dit et donc ils vont vapoter dans les toilettes. Mais au début, je ne savais pas que... C'est un peu comme un médecin qui apprend que ses patients mentent. Ouais. Voilà, on découvre au bout d'un moment. Et donc là, j'ai flippé, je me suis dit, mais what, un incendie et tout, alors que pas du tout, pas du tout. Mais bon, pendant l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu très peur. Pareil, il y a des avions qui ont un système d'évitement, en fait. Ils peuvent s'éviter. Ça va tellement vite, un avion, ça a 900 km/h, donc du coup, un avion qui va dans l'autre sens, sa vitesse relative, c'est 1800 km/h. Ça va beaucoup trop vite pour l'éviter à la main. Donc les avions se parlent avec des transpondeurs. Ça, c'est trouvable sur Internet à 100%. Et il y a un système qui s'appelle le TCAS, donc Traffic Collision and Avoidance System, qui permet d'éviter les avions. Ça correspond. En fait, comment ça marche? Si l'avion se rapproche trop et que le système estime qu'il y a une trajectoire un peu conflictuelle, et du coup, il y a une alarme. Et plus on progresse dans les étapes, plus l'avion se rapproche, plus on arrive vers la phase terminale de éviter l'avion. Ouais. Donc maintenant on l'évite. Et ça m'est arrivé d'avoir un ordre de j'étais en train de descendre, machin, et puis l'avion a pris le contrôle automatiquement, c'est automatique aujourd'hui. Et il a arrêté de descendre, l'avion est passé et on est repassé. Mais l'alarme, c'est une alarme alarme. Ouais, tu l'entends bien quoi. Ouais, ça réveille, hein, franchement, ça réveille comme il faut. Okay. Mais l'expérience vraiment qui m'a fait serrer, honnêtement, je vais le dire comme ça, c'est un peu familier, mais j'ai vraiment serré pour le coup. Donc je suis parti à Bordeaux et en fait c'était un vol où il faisait vraiment pas beau. Okay. Pas beau. Donc la météo, c'est très très touchy dans l'aéronautique. Les orages, on sait ce qui se passe à peu près, mais les radars sont pas encore assez évolués pour savoir exactement où sont les vents, les trucs. Donc on a des radars météo dans l'avion, on essaie de se frayer un chemin pour éviter les orages, le maximum. De temps en temps, on n'a pas le choix, on rentre dedans, mais on essaie au maximum d'éviter les orages et tout. Une météo horrible. J'ai pas eu un moment pour moi pendant le vol. Okay. Toujours trajectoire, changer de virer à gauche, à droite, entre les orages et tout. Attendre de temps en temps l'éclair pour voir le bord du nuage pour l'éviter. Enfin, ça se joue à s'attendre. Wow. Et à un moment, pas le choix, on rentre. Et j'étais sûr. Le commandant de bord aussi, on était les deux d'accord, quoi, qu'on était bien, que la trajectoire était bonne, et en fait, on rentre en plein dans un orage. Et ce qui n'est pas très grave, hein, mais voilà. Et en fait, on entend dans la radio un bruit un peu sourd, comme ça. Et d'un coup, un éclair qui tape l'avion. On s'est fait foudroyer en vol. Pas grave du tout. Mais super impressionnant, vraiment super impressionnant. C'est comme si quelqu'un avait un énorme marteau à être tapé sur le nez de l'avion, juste à côté de moi. Tout l'avion s'est illuminé en blanc. Bon, l'avion, c'est une cage de Faraday. Donc, en physique, ça veut dire que tu peux rien sentir dans l'avion. Tant que tu es dans l'avion, tu sens pas du tout. Il y avait des gens qui criaient à l'arrière, quoi. Tout le monde a hurlé à l'arrière. Ah, ok. Tu dis quand même, il devait y avoir une petite ambiance en mode un peu quand même. Ils ont hurlé et tout, ils étaient pas bien du tout, machin. Ils savent pas, dans les messages d'accueil dans l'avion, on dit pas d'ailleurs, si jamais on se fait foudroyer, c'est une cage de Faraday. Donc, du coup, si vous voyez une illumination blanche, ce n'est pas le paradis. Vous êtes toujours vivant. Voilà, ce n'est pas le Messie, c'est machin. Donc du coup, c'est impressionnant, tout le monde a un peu crié et tout. Et ensuite, on s'est posé, il y avait un vent à décorner les bœufs. Franchement, c'était incroyable. On s'est posé et c'est le commandant de bord qui a posé. J'étais très content parce qu'il était vraiment très très bon. Et il a super imposé l'avion. Et quand on a atterri à Bordeaux, j'étais waouh. Et je me souviens, je suis arrivé dans la chambre d'hôtel, je me suis commandé un McDo, quoi. J'avais trop faim. J'étais vraiment là-dessus, j'avais besoin de me détendre. Et c'était pas horrible, tu vois, mais il faisait tellement moche, il y avait tellement de vent et on a dû remettre les gaz plus une fois. Enfin, il y avait des rideaux de pluie partout, on voyait rien, c'était de nuit en plus, donc vraiment très très compliqué. Et là, j'avoue que le moment où on s'est fait foudroyer, même si c'est pas dangereux, j'ai eu un peu peur. On passait du coup à notre petit jeu qu'on t'a préparé.
juste, en gros, pour un peu conclure l'échange qu'on a eu, pour quelqu'un justement qui est encore en études, à l'école, et qui souhaite faire ce métier, quels seraient tes conseils / quels sont vraiment les prérequis? Tu parlais par exemple effectivement de la gestion du stress, de l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis et quels seraient du coup tes conseils pour que il ou elle réussisse du coup à réaliser ce métier? Là encore, ça vient pas de moi, hein. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle Pilote de High Pressure Aviation, qui est un commandant de bord chez Transavia aujourd'hui, qui fait des vidéos super, très motivantes. Et dans cette vidéo, il y a un commandant de bord qui dit en fait, un pilote, il sait pas tout, il sait pas tout faire, il a besoin des autres. Moi, ça fait partie des qualités qui me semblent essentielles pour intégrer une compagnie aérienne. Mais j'irais même plus loin, en fait, pour moi, pour réussir à atteindre ce métier, il faut être un bosseur. Un bosseur. C'est pas grave de pas être bon en maths, c'est pas grave de pas être bon en physique. Le but, c'est de bosser lorsqu'il faut, apprendre à vraiment travailler sans relâche pour atteindre son objectif. De temps en temps, ça peut paraître pas très motivant. Je ne cache pas que pendant la formation de pilote, il y a des chapitres qui m'ont gonflé. Voilà. Pour autant, il faut les bosser quand même. Parce que si je ne l'ai pas, c'est pareil, tu t'échoues, ça ne marche pas, quoi. Je pense que pour réussir dans ce métier, il faut être vraiment travailler sans relâche. Et un peu ce que je disais au début, c'est humble devant le succès et féroce devant l'échec. Toujours bosser, toujours être dans la remise en question. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué qui est super important. Ouais. C'est la classe médicale, l'aptitude médicale pour être pilote. Ne pas se lancer dans ce métier si on n'est pas apte médicalement. Ça s'appelle un examen de classe 1. Il y a plusieurs classes, il y a classe 2 et classe 1. Classe 2, c'est pour les aéroclubs, grosso modo. Classe 1, c'est pour les pilotes professionnels. Ne pas se lancer dans ce métier, ne pas engager de frais si de base on n'est pas apte. Donc se faire tester, c'est 600 €, 5 ou 600 €, c'est cher. C'est à Percy, pas très loin d'ici. On est à Boulogne. En fait. Allez le faire. Et en gros, il te scripte tout. Apte, pas apte. Terminé. De manière générale, tu es apte. Mais daltonisme, il y a certains cas, pas tous, mais certains cas, c'est chaud. Donc avant de se lancer et d'avoir des étoiles plein les yeux, il faut y aller. Ensuite, il faut cocher les cases légales. Est-ce que j'ai les études qu'il faut? On s'en fiche, l'intelligence, truc, c'est pas grave. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sur le papier? Ok, je me lance, je fais mon truc. Et ensuite, d'un point de vue humain, il faut tout un tas de compétences. Il faut des qualités humaines en fait dans ce métier. Pour moi, le travail, c'est central. L'humilité. Je ne sais pas tout faire, j'ai besoin des autres, c'est ça. Je suis pas en fait, on ne cherche pas des super-héros dans ce métier. On ne cherche pas, et même Thomas Pesquet par exemple, qui est astronaute, ancien pilote Air France d'ailleurs aussi. Lui, il est d'une humilité totale. Il est très fort, mais il ne le dira jamais qu'il est très fort. Il est très humble, il se remet en question. Et honnêteté intellectuelle, j'avoue, j'ai raté, je suis pas bon là-dedans, faut que je rebosse. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. Et pour moi, en fait, se préparer en se disant, voilà le profil de personne, donc gestion du stress, bon en communication, en fait, tout ça, ça s'apprend. Et je suis content d'avoir fait une école d'ingénieur aussi, parce que beaucoup de personnes ne passent pas par ces cases-là. Et en fait, je savais pas bosser, en fait, j'étais très introverti, comme je vous ai dit au début. J'étais un peu dans les nuages et tout, mais c'est important d'apprendre à être un peu empathique, travailler avec les autres, être sociable. C'est un métier sociable. C'est un métier social. En fait, on est constamment avec des PNC, avec des passagers. Chacun a ses problèmes, chacun a son truc. Il faut être vraiment une personne humaine, en fait. C'est très important. Ça s'apprend. Moi, c'est pas inné chez moi. Je suis quelqu'un d'introverti, donc il a fallu l'apprendre en école, travailler avec des projets, avec des personnes que je considère complètement connes de temps en temps. Putain, con ce mec. Mais il faut quand même que je bosse avec lui, en fait. Il faut quand même qu'on bosse ensemble. Donc, je vais me mettre un peu d'eau dans mon vin, je vais me détendre, je vais machin. Et c'est très dur. Et au début, vraiment, les premiers des projets que j'ai fait avec eux, c'était terrible. Mais ça s'apprend, en fait. Et c'est important d'avoir ces expériences-là. En gros, c'est plutôt simple. Mythe vs réalité. Ok. Tu nous réponds du tac au tac. Quand il y a besoin de développer, je pense notamment la dernière question, je pense que parce qu'on ne l'a pas encore abordée, donc je pense que tu pourras développer. Mais mythe ou vs réalité, l'infidélité. On y va direct. Hein, Waouh, elle est dure celle-là. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a sa femme qui regarde juste derrière la caméra. Je peux développer un peu ou pas? Oula. Oui, non, en fait, c'est réalité, mais c'est mythe aussi.
Alors, nous, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, c'est le métier qui fait le plus rêver dans 25 pays, mais c'est également, on entend des bruits de couloir, que c'est là où il y aurait le plus d'infidélité. Mythe et réalité. Ok. Tu pars avec 15, moi je pars avec 15 hôtesses à l'autre bout du monde. Par exemple. À Détroit, où il n'y a rien à faire. On a chacun une chambre d'hôtel. Bon, il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone. Les escales, c'était une semaine, c'était pas 24 heures. Ouais, d'ailleurs, quelques personnes qui ont eu des idées. Mais ce que je veux dire, c'est que l'infidélité, de toute façon, les gens se trompent depuis. Voilà, ils n'ont pas attendu d'être pilote de ligne pour se tromper. Il y a un couple sur deux qui divorce à Paris, c'est pas tous des pilotes. Donc je pense que oui, c'est un métier qui fait un peu penser à ça. Aujourd'hui, la vie de famille, le fait que le téléphone est accessible de partout, ça rapproche les familles en fait. Et d'ailleurs, c'est un frein aussi aux relations en escale. Parce que souvent, il y a plein de PNC ou de pilotes qui vont dîner avec leur famille. Il est 4h du matin, mais ils vont dîner, ils sont au téléphone. Moi, franchement, j'ai jamais été tenté. C'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Mais j'ai rencontré, des personnes, tu sens bien que eux, ça les dérange pas trop, quoi. Et voilà, quoi. Okay. Mythe ou réalité, donc on l'a dit un peu tout à l'heure, si t'es pilote, t'as pas de famille. Franchement, mythe. Ok. Mythe ou réalité de voyager partout dans le monde à moindre frais. Réalité. Mythe ou réalité que tu manges plutôt les plateaux de la business que de l'économie. Réalité totale. En le courrier, les plats pilotes sont les plateaux de la business. Mythe ou réalité qu'en fait, franchement, vous êtes 90% du temps en pilotage automatique. Réalité. Absolument. Mythe ou réalité, c'est quoi cette tendance de manger son micro, en fait? En fait, on a l'impression que vous faites exprès. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout besoin de ne rien comprendre quand vous faites une annonce. Mythe ou réalité, est-ce que vous écoutez un truc de ce qu'on dit au micro? Franchement, on comprend pas. Franchement, je te promets, on essaie. Vous essayez de comprendre? Ouais, si, parfois on essaie quand même. On se dit, alors vas-y. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils écoutent pas quoi qu'il arrive. Non, mais parce qu'on a abandonné. On a abandonné de comprendre. Vous le bouffez, c'est quoi la tendance? Raconte-nous, comment ça se passe? Réalité, quoi. Réalité, je suis désolé. Mais Non, pourquoi vous le mettez pas juste un peu plus? On essaye, mais c'est très dur de savoir. En fait, c'est un tout petit micro et on essaie de parler. Si tu parles trop fort, tu les gens, tu les massacres, les pauvres, ils dorment et tout. Et si tu parles pas assez fort, on t'entend pas. Et donc, ça m'est arrivé de dire des trucs, mais waouh. En fait, j'oubliais mes mots et tout. Je faisais de l'anglais. EasyJet, c'était en anglais. Et en français, t'entends sur les vols France, et t'entends, j'oubliais de dire des mots et je sais plus comment on disait montre, par exemple. Parce qu'il y avait une heure de moins, une heure de plus. Et j'ai bugué comme ça complètement, ça faisait un blanc. Et ça m'est déjà arrivé de me tromper de destination au micro. Voilà, on est bien arrivé à Londres, en fait on va à Paris. Et mais en général, quand les PNC appellent le cockpit 2 secondes après l'annonce, c'est qu'il y a eu un petit truc. Et ma dernière question, mythe ou réalité, le fait qu'il n'y ait pratiquement aucune femme pilote? Mythe. Il y a beaucoup moins de femmes pilotes que d'hommes pilotes. Okay. C'est nul. Franchement, c'est nul. Moi, je suis tout à fait partisan. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'attaché à la compétence. Ouais. Je m'en fous de la personne en face de moi, en fait. Ouais. C'est la compétence qui m'intéresse. Je n'ai rien à faire de la religion, du sexe, machin. C'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est est-ce que tu fais le boulot ou pas. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'aérien. Néanmoins, il y en a quand même. Et il y en a de plus en plus et c'est vraiment super. Une des raisons, je pense qu'historiquement, on connaît... de manière générale, les femmes n'avaient pas accès il y a 50 ans à des jobs à responsabilité parce qu'on pensait que vous n'étiez pas capable. En réalité, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de femmes médecins, chirurgiens, et de plus en plus de femmes chez l'entreprise. C'est pareil pour les pilotes, en fait. Et il y en a de plus en plus, ça, c'est vraiment super. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est une femme, ce n'est pas un métier pour une femme. Ouais. Même enceinte, pour avoir des enfants, j'en connais qui ont 3-4 enfants, ils arrivent complètement à gérer leur planning. Et ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien. Ok, super. Alors maintenant, on va voir pour vraiment notre conclusion. On va vous réserver une petite surprise. On revient, on va faire une petite transition de fou et on revient très vite. Hop, 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 hop. Il nous a donc enfilé sa petite veste. Magnifique, hein? Magnifique. Très beau, hein? Elle est cool, hein? Waouh. Bon, c'est pas l'uniforme complet, hein, mais
Du coup, il y a la chemise et tout, Donc, il y a plein de choses. c'est ce que tu nous disais, du coup, les 3. Les galons, donc ça c'est copilote et 4 c'est commandant de bord. Super, Bientôt, magnifique. bientôt. Et donc, Un pour jour. conclure, et on veut notre revanche sur toutes les annonces qu'on n'a pas compris, on aimerait que tu nous fasses une annonce où tu nous choisis, en fait, on veut décoller ou atterrir, comme tu préfères, dans un endroit de ton rêve, enfin de tes rêves, tout ce que tu veux. Tu nous fais une annonce. Là, je veux m'y sentir. Voilà, je suis là. Attachez ma ceinture. Ouais, allez, on est prête. Vous Bon, êtes toi, prête elle est en business. Hein. Moi, je suis en écho, elle est en business. Hein. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de Los Angeles. Je m'appelle David, je suis votre officier pilote aujourd'hui, part du commandant de bord, monsieur Machin, et l'ensemble de son équipage. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Le départ dans quelques minutes avec un vol d'une durée de 11 heures qui nous fera passer au-dessus du Groenland, du Canada, et une descente prévue avec une très belle météo à destination à Los Angeles. Je vous souhaite de passer un excellent vol parmi nous. Ouais. Alors moi, ce sera de l'eau du coup. Franchement, merci David. Merci à vous. Franchement, c'était un plaisir. Merci pour cette annonce super claire. Vous avez compris cette fois? On a trop Cette fois, hâte. vous avez compris. On a trop hâte d'atterrir à Los Angeles. Merci, franchement, c'était super riche et je pense que tu as donné plein d'espoir et plein d'informations, en tout cas pour les personnes qui veulent exactement se lancer dans ce métier. Vas-y, je te laisse faire la conclusion. Hein. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, liker, mettez-nous en commentaire aussi si toi aussi tu veux devenir pilote. Si tu as des questions aussi par rapport à David, il pourra toujours y répondre. En attendant, merci David, merci pour cette interview. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau métier ou un nouveau parcours de vie. Allez, ciao!